Choix 98.1. Choix 98.1 Radio X. René Lévesque a déjà dit « Méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime. » Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bonsoir, bon vendredi 15 janvier 2021, première émission de Radio X-Files. Bonne année, Christian. Bonne année à toi aussi. Je te souhaite tout ce que tu désires, mon ami, à la hauteur de l'être incroyable que tu es. Oh, c'est trop. Mais c'est pensé, je le pense réellement. Ouais, je t'en souhaite une pareille, puis j'en souhaite également la même chose à tous les auditeurs, parce que c'est la première fois que, en tout cas en ce qui me concerne, que je m'adresse à eux en 2021. Ouais. Alors, j'espère que tous les gens auront santé, bonheur et plaisir, et qu'éventuellement on va voir la lumière au bout de ce tunnel dans lequel on s'est retrouvés là depuis le mois de mars dernier. Il y a quelque chose de positif dans l'année 2020. Est-ce que tu veux que je te dise c'est quoi? Oui, vas-y. C'est qu'avec toutes les théories du complot qui ont été inventées en 2020, ben on a de la job pour au moins encore 10 ans. Tu sais, oui, tu as tout à fait raison. Et tu sais, il y a une étude qui a été publiée, c'est la semaine dernière, je crois, qui montrait justement que les théories du complot avaient été en expansion durant 2020. Et il faut savoir que cette histoire de COVID-19 à travers la planète a permis c'était en fait en quelque sorte un laboratoire in vivo. Hein. Généralement, lorsqu'on parlait des théories du complot, c'était des théories qui étaient un peu localisées. Hein. On avait par exemple le World Trade Center, mais l'affaire du World Trade Center intéressait beaucoup les Américains. Mais en dehors des États-Unis, il y avait un intérêt qui était moindre. Un peu comme nous ne sommes pas allés sur la Lune, mais ça peut intéresser une minorité d'individus, la Terre plate, bon, ce genre de trucs. Avec le COVID-19, comme c'est un phénomène qui est mondial, tu comprends que les théories du complot se sont multipliées dans tous les pays. Et pour les psychosociologues, c'était un véritable laboratoire à ciel ouvert de pouvoir regarder de quelle façon ces théories du complot étaient véhiculées et de quelle façon elles apparaissaient dans tel ou tel pays ou quelles étaient les théories favorites de certaines régions du monde. Par exemple, est-ce que les théories du complot véhiculées à propos du COVID-19, la 5G et tout le reste, est-ce que les théories du complot qui étaient véhiculées en Asie étaient les mêmes que les théories favorisées, par exemple, en Amérique ou en Europe, Donc, cette pandémie du COVID-19 a donné une ouverture, une possibilité aux psychosociologues d'évaluer les théories du complot à l'échelle mondiale pour un seul et même événement. Et ça, c'est quand même assez fascinant. Ça s'était jamais produit de mémoire qu'un phénomène marque autant les théories du complot, et ce, à l'échelle internationale. J'avais vu la belle gang de découvertes faire un petit documentaire sur les conspirations. Puis eux, ce qu'ils mentionnaient, c'est que le cerveau est prédisposé à être conspirationniste parce que, dans l'ancien temps, si on peut dire ça, trouver les conspirations puis découvrir qui te voulait du mal, ça faisait en sorte que tu survivais, tu réussissais à passer au travers. Tout à fait. Hein, c'est le principe du « dans le doute, abstiens-toi ». Hein, aujourd'hui, on s'en rend moins compte, mais il y a 20 000 ans, nos ancêtres, si on venait pour entrer dans une forêt, puis on savait pas s'il y avait des animaux sauvages, dans le doute, abstiens-toi. T'es bien mieux de rester en retrait que de t'aventurer dans la forêt en disant tout ça c'est pas vrai, je vais rentrer dans la forêt et finalement tu vas te faire dévorer. Donc, il y avait cette idée-là que l'inconnu cachait toujours quelque chose de dangereux, puis il fallait toujours
minimalement être méfiant. Et donc, c'est un peu cette partie reptilienne très primaire de notre cerveau qui nous amène à développer cette espèce de mise en garde. Quand il y a quelque chose qui nous semble un petit peu étrange, il y a un doute immédiatement qui va se mettre en place. Le problème, c'est qu'il y a un écart entre l'évolution des sociétés et l'évolution de notre cerveau. Exact. Au cours des 150 dernières années, le monde a plus évolué en termes de technologie de société qu'il l'a fait au cours des 10 000 ans qui ont précédé. Et donc, on continue, notre cerveau fonctionne tous de la même façon pour chaque individu. Donc, on a gardé ce fond, ce résidu de méfiance envers à peu près n'importe quoi. Et si certains individus plus que d'autres, est-ce que ça vient de la culture générale? Est-ce que ça vient de leur éducation? Peut-être même de leur ADN. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à faire preuve d'un sens critique par rapport à l'information qui est véhiculée autour d'eux. Et là, bien sûr, ils vont plus facilement tomber dans ces théories du complot. Mais c'est vrai, notre cerveau est programmé pour être méfiant envers quelque chose qui nous semble un peu ténébreux. Et le psychologue mentionnait que ça s'appelle de la psychologie évolutionniste et ça s'appelle le décalage. Le fait est que notre cerveau n'a pas tant changé que ça, mais la société, elle, a changé. Oui, voilà. Et donc, il faut faire preuve faut essayer de prendre du recul par rapport à ça. Comme notre cerveau à tout un chacun fonctionne de la même façon, c'est à partir de l'éducation, quand on est conscient de ces pièges-là, c'est là qu'on est capable de prendre du recul et d'essayer d'appliquer un sens critique. Mais certains individus, visiblement, sont moins doués que d'autres pour faire en fait, ils agissent plus via le cerveau émotif, que versus le cerveau critique. Et là, bien sûr, ça amène la multiplication des théories du complot. C'est quand même fascinant, cette façon dont les gens ont de penser, mais malheureusement, lorsque l'on tombe dans cette spirale des théories du complot, malheureusement, les gens vont suivre exactement le même processus que les gens qui vont adhérer à des sectes, par exemple, c'est-à-dire qu'ils vont s'alimenter uniquement à des sources qui disent exactement la même chose qu'eux. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et plus ce biais de confirmation est entretenu, bien évidemment, plus ces gens-là ont l'impression de faire partie d'une communauté élitiste. Nous savons des choses que les autres ne savent pas. Et là, ils ont l'impression d'être des privilégiés. Comme les gens dans des sectes ont le sentiment d'être privilégiés parce qu'ils côtoient un gourou qui les illumine avec de l'information. Donc, nous savons et les autres sont des moutons. Donc, il y a toute cette mécanique-là qui est très, très semblable entre le mouvement des complotistes et les mouvements des cultes. Bien, on est exactement dans des zones frontières. Ouais. Et dans le reportage que j'écoutais, on disait que modifier une croyance, c'est une chose, mais modifier l'identité de la personne, c'est une toute autre tâche. Une fois que quelque chose fait bien partie de vous, votre cerveau a une fonction, c'est qu'il veut le protéger. Absolument. Et ça va même plus loin que ça, Yannick. Dans notre cerveau, quand on dit à des gens, par exemple, au moment où tu adhères, par exemple, tu es fortement embrigadé dans une croyance. Bon, donnons par exemple, tu crois que la Terre est plate. Donc, les gens qui vont te dire que la Terre est ronde, c'est pas simplement une espèce de déni de ta part du oui ou du non. Il y a réellement dans ton cerveau des mécanismes qui se mettent en marche et ces mécanismes-là vont créer une espèce de mal-être. Et là, c'est comme si ton cerveau venait de mordre dans un gros morceau de citron. Et là, ce qu'il veut, lui, bien sûr, c'est d'avoir sa cuillère de sucre, parce que c'est dans le fond, c'est ça qu'il veut. Il veut avoir toutes ces drogues qui vont aller dans le système, qui vont dire « Wow, tout est merveilleux ». Et là, bien sûr, il va se fermer à toute information qui est négative ou qui va à l'encontre de ses croyances pour se tourner vers de l'information qui vont agir un peu comme ce gros carré de sucre dans lequel ils viennent de mordre. Et là, tout est beau et tout est merveilleux. Mais bon, malheureusement, il faut faire très attention à ça parce que ce sont des mécanismes qui relèvent de la neurologie. C'est la façon dont l'information est véhiculée à l'intérieur du cerveau parce que on a fait de l'imagerie cérébrale et on voit des gens, par exemple, qui croient aux théories du complot et les gens qui n'y croient pas. Et lorsqu'on leur présente des images ou de l'information,
en fonction de leur adhésion, de leur croyance, ce ne sont pas les mêmes parties du cerveau qui seront stimulées. Les parties du cerveau d'un adepte des théories du complot ne réagiront pas de la même façon à partir du moment où il y a un discours qui leur dit la Terre est ronde que si tu prends le cerveau de quelqu'un qui croit que la Terre est ronde. Donc, c'est vraiment des parties du cerveau qui vont réagir ensemble, mais en même temps différemment d'un individu à un autre en fonction de ses croyances. C'est un milieu, dans le domaine de la psychologie sociale, les théories du complot, c'est un terreau particulièrement fertile. Ce soir, on parle de Erzsébet Báthory, la comtesse. Oui, il y a 410 ans, tu me diras que c'était pas hier, là, mais il y a 410 ans, presque jour pour jour, donc en janvier 1610, débutait un procès d'un des personnages les plus infâmes de l'histoire, ou à tout le moins selon la légende, un personnage tout à fait infâme. C'est ce que moi j'appelle la sainte trilogie des monstres. Lorsque l'on parle, par exemple, des personnages qui ont marqué l'histoire du paranormal et de l'horreur, il y en a 3 en particulier. Il y a le comte Vlad, Vlad Dracula, dont on a déjà parlé à l'émission avec l'historien Matei Kazakou, et qui a inspiré, bien sûr, le personnage de Dracula du roman de Bram Stoker. Donc, ce personnage, il est bien réel. Il y a réellement eu une espèce de souverain sanguinaire au 15e siècle qui contrôlait toute une partie de la Roumanie, de la Transylvanie. C'est assez amusant parce que ce personnage-là, dans son pays, il est considéré comme un héros. Et en quelque sorte, on peut comprendre, parce que même s'il est excessivement violent, excessivement cruel, il a quand même empêché, il a bloqué l'invasion des Turcs ottomans sur les pays, sur les Balkans et sur la Transylvanie. Donc, sans Vlad Tepes, dit l'empaleur, sans sa présence comme souverain, probablement que les Balkans, la Transylvanie, la Roumanie seraient devenus ottomans, musulmanes. Et évidemment, il a permis de protéger les dogmes catholiques chrétiens qui étaient en vigueur dans le pays. Donc, pour les gens de cette région du monde, si nous, les Occidentaux, on a fait de Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, on a fait de lui un monstre, un vampire, et on l'a même récupéré dans des romans, localement, il est un héros. Mais c'est vrai qu'il est considéré lorsque l'on parle de la littérature du fantastique, de l'horreur, du surnaturel, c'est vrai que le Vlad est l'un de ces personnages très marquants qui a été récupéré à la fois par le cinéma et la littérature. Le deuxième, c'est le maréchal français, Gilles de Rais, dont on a parlé également encore avec Matei Kazakou, l'historien français, et qui représente, en fait, il est la quintessence de ce personnage lorsque l'on regarde des films d'horreur ou on lit des romans d'horreur, le stéréotype du souverain accompagné de son nabot qui est toujours derrière lui en disant « Oui, maître, oui, maître », puis il participe à des rituels sataniques, tout ça, qui est un souverain sanglant. Tout ça est directement inspiré du maréchal Gilles de Rais. Pour les gens qui nous écoutent ce soir, qui ne savent pas de qui on parle, maréchal français, compagnon de Jeanne d'Arc. Et entre 1436 à peu près et 1440, mais probablement un peu plus tôt aussi, il a assassiné des dizaines, sinon des centaines d'enfants dans le cadre de rituels de sorcellerie et de satanisme. Et comme il était tout puissant, c'est un régime féodal. Féodal, ça veut dire que lui, il est le seigneur qui règne sur les terres et il a pratiquement droit de vie ou de mort sur les gens qui habitent sur ces domaines et sur ces terres. Donc Gilles de Rais, durant ces 4 années, principalement ces 4 années, mais comme je l'ai mentionné, probablement un peu plus tôt, il a commencé à assassiner des enfants, il s'adonnait à la sorcellerie, au satanisme. C'est difficile de déterminer le nombre exact d'enfants qui ont été assassinés par Gilles de Rais. Comme je l'ai mentionné, il se croyait tout puissant. Malheureusement, tuer des enfants, il y avait quand même des règles à suivre et c'était pas permis. Même si tu es le souverain sur tes terres, tu peux imposer des impôts, tu peux imposer bien sûr des mises en tutelle, tu peux imposer même des arrestations, des mises en prison, mais tu peux quand même pas mutiler et assassiner des gens impunément.
Et éventuellement, Gilles de Rais a été arrêté. Il y a eu un procès qui s'est tenu à Nantes, en France, qui a révélé toutes ces horreurs qui avaient été commises dans ces châteaux. Et uniquement pour rappeler pour l'histoire, durant le procès de Gilles de Rais, il y a un événement tout à fait extraordinaire qui s'est produit, alors que Gilles racontait les ignominies qu'il avait commis, que le nombre d'enfants, comment il les assassinait, comment les rituels se tenaient, comment tout ça se faisait au nom du diable, avec des sorciers autour de lui. À un moment donné, le président du tribunal s'est levé. Il était vêtu d'une espèce de grand manteau de zibeline qu'il a retiré et il l'a recouvert derrière lui. Il y avait un grand crucifix au mur. Il a recouvert le crucifix de ce manteau. Un geste tout à fait symbolique pour empêcher le Christ de voir ou d'entendre les horreurs que livrait Gilles de Rais. Finalement, il a été condamné à mort. Il a été pendu avec 2 de ses sbires. Et aujourd'hui, à travers la littérature, l'histoire, le cinéma, on a récupéré en l'imagerie l'image de ce personnage, ce noble, toujours accompagné de son petit nabot. Dans la réalité, c'était pas un nabot, mais c'était un prêtre, un jésuite, un franciscain plutôt, complètement défroqué, qui s'appelait Francesco Prelati, qui était un peu le maître à penser, le mage et magicien de Gilles de Rais, qui était toujours derrière lui, qui acquiesçait à peu près à toutes ses demandes. Donc cette imagerie qu'on a retenue nous vient un peu de ce Gilles de Rais. Et troisième personnage, infamant mais récupéré également dans une forme de littérature et de culture du surnaturel, c'est la comtesse Erzsébet Báthory. Donc, c'est notre troisième personnage de cette sainte trilogie, la comtesse Erzsébet Báthory, qui est passée à travers l'histoire, un procès en 1610 très retentissant. Il faut savoir que la comtesse était très très proche de la haute direction du pays. Elle comptait parmi ses cousins des gens qui étaient des nobles, des rois même. Et il y a eu ce procès infamant en 1610 qui l'ont condamné. On reviendra là-dessus, mais ils l'ont condamné à être emmuré dans l'un de ses châteaux alors que ses acolytes ont été exécutés. Et la légende, on va voir que la légende et l'histoire sont quand même assez différentes, mais la légende nous raconte que durant cette période, la comtesse Báthory se livrait à des espèces d'orgies avec certaines de ses servantes. Donc on a une image assez érotique de ces grandes orgies très scabreuses, remplies de femmes magnifiques. Et on nous raconte que la comtesse Báthory était obsédée par la beauté et elle aurait fait assassiner quelque chose comme 600 ou 650 de ses servantes pendant une dizaine d'années. Elle aurait récupéré le sang de ses servantes dans des bains où elle se plongeait pour protéger sa beauté. Elle était persuadée que que le sang lui apportait cette espèce de jouvence. Donc c'est une histoire tout à fait horrifiante. Elle avait fait même construire des outils de torture, appelons ça comme ça, et dont elle se plaisait à soumettre ses servantes désobéissantes et récupérait leur sang, là, comme je l'ai mentionné, pour se baigner pour se baigner finalement dedans et croire que ça la rajeunissait. Mais tu vas voir qu'on a beaucoup exagéré par rapport à ça. Entre la légende de la comtesse Báthory, telle qu'on la raconte aujourd'hui, puis tu vas voir qu'on l'a beaucoup récupéré dans la littérature, le cinéma. On a même eu ici un film, là, je crois que c'était en 2004, Éternel, avec Caroline Néron, qui récupérait la légende de la comtesse Báthory. Bref, on va parler de la comtesse Báthory. Qui était-elle réellement et quel personnage, quelle est la légende de la comtesse et quels sont les faits historiques? Et les faits historiques, je les connais bien parce qu'en 2008, je suis allé enquêter dans ces pays où a sévi la comtesse Báthory. Donc, elle faisait en fait des allers-retours entre l'Autriche, l'Allemagne, la Slovaquie et la Hongrie. Donc, elle avait des territoires, elle avait des domaines dans tous ces pays. À l'époque, évidemment, les frontières étaient un peu différentes. Et elle avait donc des domaines dans chacune de ces contrées. Et dans chacun de ces châteaux, elle a commis des crimes épouvantables. Donc, en 2008, on tournait à ce moment-là une série qui s'appelait « À la recherche des reliques saintes ». Et j'ai pris quelques jours de vacances pour m'arrêter dans ces pays-là, consulter les archives nationales, rencontrer les historiens locaux et j'ai fait un peu une espèce de portrait d'Erzsébet Báthory. Et après notre conversation, après notre bulletin d'actualité, quand on va passer à la pause, au moment où les gens reviennent, lorsqu'on va revenir, je profiterai de la pause pour mettre sur le site de Radio X-Files certaines photographies que j'ai prises, dont notamment l'une des photographies de la fameuse Vierge de fer, qui est un outil de torture que l'on prête à la comtesse Báthory. Donc je mettrai des photos parce qu'il en existe encore aujourd'hui. Dans l'un de ces châteaux,
qui est en Autriche, le château de Lockenhaus, dans lequel d'ailleurs j'ai dormi. Il y a une espèce de musée dédié à la comtesse Báthory où on retrouve une reproduction de la Vierge de fer. Donc, je mettrai des photographies de ça. Et j'ai quelques photos là, de son château, d'un acte, d'une déclaration d'un des témoins lors du procès. Donc, je mettrai ces images-là sur le site de Radio X-Files. Donc, ce soir, c'est notre personnage, Erzsébet Báthory, entre le mythe et la réalité. Parfait. Christian, Michel te pose la question, est-ce que Gilles de Rais peut être considéré comme le premier tueur en série qu'on ait connu? C'est difficile à dire qui étaient les tueurs en série, mais dans le cas de Gilles de Rais, il est probablement... C'est difficile de dire le premier, mais très certainement l'un des tout premiers tueurs en série que l'on connaissait. En fait, il correspond tout l'aspect psychologique du personnage, le rapproche très très proche. Oui, c'est l'archétype du tueur en série, un individu souffrant d'un narcissisme incroyable, psychopathe bien sûr, et il trouvait toutes sortes de moyens pour justifier ses crimes. Au début, il commet ses crimes parce qu'il est pédophile et sadique, il assassine les enfants, et à un moment donné, il va s'entourer autour de lui de sorciers qui, bien sûr, vont l'accompagner dans son délire, mais cette fois-là, ils vont prétendre faire des cérémonies au nom du diable et tout le reste. Ils vont continuer d'assassiner des enfants. Donc, pour Gilles, il joue sur deux tableaux. Il commet ses crimes pour satisfaire son appétit, entre guillemets, sexuel avec des enfants, mais en même temps, il croit qu'il commet ces crimes-là aussi. Il se justifie par le besoin de commettre des espèces de sacrifices au nom du diable. Et durant le procès, il va lancer notamment cette phrase incroyable en disant « J'étais un faiseur d'anges ». Parce que pour lui, tuer des enfants innocents, ces enfants-là, évidemment, se retrouvaient immédiatement au paradis. Donc, il se déculpabilisait, se dédouanait en disant « Finalement, c'est pas si grave que ça, je n'ai fait, en les assassinant, je faisais d'eux des anges ». Donc, on voit une espèce de psychologie tout à fait tordue qui est propre à celle des tueurs en série. Mais si on parle vraiment là, de l'ère des tueurs en série, le terme a été inventé dans les années 70 par les agents du FBI. C'est un terme qu'on connaissait pas. Je dirais que le premier tueur en série officiel avec ce titre de tueur en série, c'est Ted Bundy dans les années 70. C'est un terme qui lui avait été attribué par le FBI. Et le terme vient du fait que on a considéré, en regardant le modus operandi des assassins, on a déterminé deux types de tueurs. Il y a ceux qui commettent des crimes, des assassinats de manière sporadique. Donc, ils vont trouver une cible, une victime, vont commettre leur crime, et puis ensuite, il y aura une espèce de période latente, ce qui peut être de quelques jours, quelques semaines avant de commettre un deuxième, troisième, quatrième crime, en suivant généralement à peu près le même modus operandi. Et à partir du moment où ce tueur a 3 victimes à son actif, selon la définition du FBI, il devient un tueur en série. Et puis on a un autre type d'individus, ce qu'on appelle les tueurs de masse. Eux vont commettre un crime, mais ils vont tuer 20 personnes. Par exemple, les fusillades dans les écoles, qu'on a vu notamment aux États-Unis, ce sont des tueurs de masse. Donc le type arrive avec une arme à feu et avec l'idée, l'objectif d'en abattre le plus possible. Vous l'avez vu, vous, à Québec, avec l'affaire de la mosquée, par exemple, et nous, à Montréal, avec les crimes à l'Université de Montréal, à l'École polytechnique. Donc, ce sont des tueurs de masse, des individus qui arrivent, rentrent dans un lieu avec l'objectif d'en tuer le plus possible, mais en une seule fois. Donc, c'est une grande distinction que fait entre les tueurs de masse et les tueurs en série. Et si on regarde dans l'ère moderne, le premier véritable tueur en série était Jack l'Éventreur. C'est lui qui va ouvrir le bal, parce qu'il y a un élément socio-psychologique dans le cas du tueur en série, c'est cette espèce d'anonymat qu'il retrouve au milieu de la communauté. Donc, en fait, le tueur en série, c'est un peu une création des villes. Plus les villes vont s'agrandir, prendre de l'expansion, cet individu, ce tueur en série, se trouve dans cette communauté et il jouit d'une espèce d'anonymat au milieu de la société. Donc, on peut s'imaginer, là, avec Londres, par exemple, qui comptait là, des millions de gens là, en 1888, au moment où les crimes de Jack l'Éventreur vont être commis. Donc, les crimes de l'Éventreur, on peut s'imaginer que le tueur se trouvait dans la ville. Partout, les journaux parlaient de Jack l'Éventreur. Le nom de Jack l'Éventreur était sur toutes les lèvres.
mais lui demeurait l'anonyme parmi la foule. Donc, il devait chaque jour entendre parler de ces crimes et tirer une espèce de satisfaction psychologique, sexuelle, peu importe, une satisfaction de voir à quel point ces crimes mobilisaient de l'intérêt public. Donc, le premier tueur en série de l'histoire moderne, sans aucun doute, Jack l'Éventreur. Quant à savoir les tueurs en série dans l'histoire, c'est difficile à dire parce qu'ils n'ont pas tous eu des procès, mais comme la question est soulevée, oui, Gilles de Rais a eu un procès dans ce sens-là. Il y a eu d'autres grands tueurs, Attila, Gengis Khan, mais ces gens-là commettaient des crimes, des exactions lors de campagnes militaires. Donc, on était en campagne militaire. Bien sûr, ils entraient dans un village, pouvaient tuer femmes et enfants aussi, qui étaient pas vraiment des ennemis militaires, mais c'était des victimes, disons, des victimes collatérales de cette grande campagne militaire. Alors que Gilles de Rais, là, on a un procès clairement d'un individu désaxé qui commet des crimes épouvantables, essentiellement pour son bien-être, ses besoins personnels. C'est très certainement l'un des premiers tueurs en série connus de l'histoire. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. 18h28, on vous souhaite à tous un excellent vendredi. Puis pour ceux qui n'étaient pas là dès le départ, une belle année 2021 en santé et tout ce que vous méritez. Mon cher Christian, on passe maintenant à l'actualité de la semaine en commençant par un mystérieux signal de Proxima du Centaure. Écoute, c'est une nouvelle qui est sortie durant le temps des fêtes, qui est peut-être passée un peu inaperçue, mais tellement importante que je trouvais intéressant de la ramener ce soir pour qu'on puisse en discuter pendant quelques minutes. Écoute, durant la période des fêtes, on a appris, il y a eu une espèce de fuite, entendons-nous, dans les médias, mais l'histoire a été d'abord publiée par le journal The Guardian en Angleterre et ensuite repris par le National Geographic et le Scientific American. Donc, on comprend que l'information, elle est tout à fait sérieuse. Et la fuite en question, c'est on aurait capté un signal radio. On en a souvent parlé de cette recherche du SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc, cette idée d'écouter l'espace dans l'espoir de capter des signaux radio d'origine extraterrestre. Et l'un de ces programmes qui est très actif, parce que le programme est financé par, il y a des dons, des fonds qui viennent de la NASA, mais qui viennent également beaucoup de l'industrie privée. Et l'un de ces donateurs, en fait, est le milliardaire soviétique russe Yuri Milner, qui en 2015 a annoncé qu'il avançait 100 millions de dollars répartis sur 10 ans pour que l'on fasse cette recherche de signaux radio extraterrestres dans un programme qu'il a appelé le Breakthrough Listen. Et donc ça s'inscrit dans le cadre du projet SETI. Donc on apprend que quelque part entre avril et mai 2019, des chercheurs qui utilisaient les antennes, en fait c'est plusieurs antennes, mais qui forment un grand radiotélescope à Parkes en Australie, auraient capté pendant 5 minutes un signal radio provenant d'une planète qui est en orbite autour de Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, Yannick, il faut que tu saches que c'est notre voisine. C'est l'étoile la plus proche de nous, elle est à 4,2 années-lumière, c'est littéralement notre cour arrière. Et on sait, il y a quelques années, 2 ou 3 ans maintenant, des scientifiques avaient annoncé qu'autour de Proxima du Centaure, il y avait effectivement une, sinon 2 planètes qui étaient dans ce qu'on appelle les zones de vie. Donc, c'était des planètes telluriques, donc des planètes de roche, comme l'est la Terre, et ces planètes se trouvaient suffisamment proches de leur soleil pour avoir de l'eau à l'état liquide, mais pas trop éloignée pour que cette eau devienne de la glace et ni pas trop rapprochée pour que l'eau se transforme en vapeur. Donc, de l'eau à l'état liquide, c'est un des éléments essentiels pour imaginer une vie telle que nous la connaissons. Donc, une vie basée sur le principe du carbone, qui est probablement la vie, le mécanisme de vie qui doit exister à peu près partout dans l'univers, si vie il y a ailleurs dans l'univers, bien sûr. Mais on s'imagine que c'est la formule la plus simple. Donc, on savait qu'il y avait des planètes autour de Proxima du Centaure qui étaient ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, bien sûr, des jumelles de la Terre. Et là, voilà, pendant 5 minutes,
ils ont capté un signal radio, et ce signal radio, il a toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle une technosignature. C'est-à-dire que dans l'espace, bien sûr, les corps astraux, que ce soit les étoiles, les pulsars, les quasars, bon, il y a toutes sortes de phénomènes naturels qui se produisent dans l'espace, qui vont créer des ondes électromagnétiques et qui peuvent être captés par les radiotélescopes. Mais aujourd'hui, on connaît assez bien ces éléments-là pour pouvoir décanter ce qui paraît être de nature naturelle. Et là, voilà qu'on se dit, mais il y a des signaux qui ne le sont pas. Par exemple, les signaux que nous, on utilise pour Internet, par exemple, pour communiquer avec nos satellites, ils sont sur une longueur d'onde assez précise, qui est à peu près de 982 MHz. Or, pour nous, cette longueur d'onde, c'est notre technosignature. Ce signal radio de 982 MHz, il ne peut pas, ou en tout cas, on n'en connaît pas d'autres signaux radio de façon naturelle qui pourraient se produire sur cette longueur d'onde-là. Et voilà qu'en écoutant autour de Proxima du Centaure, les scientifiques captent donc ce signal-là pendant 5 minutes. On a tourné à nouveau les antennes vers cette région-là, mais on n'a pas capté à nouveau le signal, mais on a capté un signal radio assez voisin de notre propre 982 MHz, qui ne se produit pas, comme je l'ai mentionné, à l'échelle naturelle. Donc, il a les caractéristiques d'une technosignature. Si des extraterrestres utilisaient des signaux radio pour communiquer dans l'espace, ben c'est exactement ce type, ça ne veut pas dire que c'est ceux-là, mais ce serait ce type de signaux radio qu'ils pourraient utiliser. Donc, on est très enthousiaste depuis 1977, depuis la captation d'un signal qu'on avait appelé à l'époque le signal WOW, dont on a souvent parlé à l'émission, qui était jusqu'à présent le meilleur candidat pour une communication radio extraterrestre. Ce signal, capté donc en 2019, est sans aucun doute le meilleur signal jamais capté depuis le signal WOW. Les scientifiques qui sont impliqués dans cette découverte-là sont très enthousiastes, bien sûr. À cause de cette fuite dans les médias, ils ont été contactés, ils ont resté plutôt avares, ils ont été avares de commentaires, mais ont promis pour le début de 2021 une publication dans un article scientifique où il détaillerait un peu les éléments de cette découverte, ce signal-là, à quoi il peut correspondre, les différentes hypothèses. Mais, comme je l'ai mentionné, c'est une nouvelle très intéressante parce que depuis 1977, c'est le meilleur candidat de signal radio qu'on capte qui pourrait laisser croire qu'il y a peut-être une civilisation techniquement avancée, et ça, pas n'importe où, là. Le Soleil le plus proche de nous, à Proxima du Centaure, à 4,2 années-lumière. Les éléments, bien sûr, qui soulèvent un certain doute, on s'interroge quand même sur le fait que le signal radio capté soit tout près du 982 MHz qu'on utilise nous-mêmes pour communiquer avec les satellites, pour communiquer, à l'Internet. Nos communications radio tournent autour de cette longueur d'onde. Évidemment, on s'étonne que si des extraterrestres existent dans notre cour arrière, qu'ils utilisent un signal radio semblable au nôtre. Tu comprends? Où on parle, oui, d'un signal radio qui aurait des détails d'une technosignature, mais d'un signal radio si proche du propre signal radio que nous, on utilise, ça, bien sûr, ça soulève un certain doute. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un de nos propres signaux radio, un de nos propres signaux radio qui aurait comme fait une espèce d'écho, rebondi sur un corps astral, la Lune, un astéroïde, il nous serait revenu. Est-ce que ça pourrait être une erreur quelque part d'un signal radio d'un satellite qui aurait été capté de manière malencontreuse ou accidentelle par les radiotélescopes du centre de recherche Parkes? Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une anomalie naturelle, mais qu'on n'a jamais vue jusqu'à maintenant? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent, mais encore une fois, le sujet est très enthousiasmant pour les scientifiques parce que c'est la première fois, donc depuis 50 ans, qu'on capte un signal radio aussi intéressant, et ce, après avoir investi des décennies dans la recherche de signaux radio extraterrestres. Mais on parle d'un techno-signal, donc un signal qui aurait été envoyé par une technologie, à savoir si c'était
accidentel ou encore c'était fait exprès? Ça reste à déterminer, à savoir si c'est un absolument, signal... ça, on peut pas savoir ça. Là, d'abord, la première démarche, c'est de déterminer d'où vient le signal. Ouais. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un signal qui nous appartient à nous, qui a été capté d'une manière accidentelle? Peu importe où a été le défaut dans la chaîne de réception. Et une fois qu'on aura déterminé que le signal vient bel et bien de Proxima du Centaure, c'est de déterminer est-ce qu'il peut exister des phénomènes naturels qui émettraient sur ce type de longueur d'onde. Jusqu'à maintenant, on n'en a jamais vu. Mais bien sûr, il faut d'abord passer ce filtre. Donc, tu comprends l'idée d'une civilisation extraterrestre qui utiliserait de la technologie, c'est quelque chose de tout à fait fantastique. Et parce que c'est fantastique, il faut être excessivement prudent. Il faut mettre de nombreux filtres et essayer de s'assurer que ça ne peut pas être autre chose avant de s'enthousiasmer outre mesure. Quant à savoir maintenant si le signal a été volontairement émis en notre direction ou si le signal est simplement une espèce de signal résiduel qui provient de Proxima du Centaure, ça reste à déterminer, puis je crois pas qu'on le saura jamais. À moins de connaître le langage extraterrestre utilisé, puis on réussisse à décoder le signal, comme on l'avait vu dans le film, par exemple, Contact avec Jodie Foster, où là, le signal cachait des détails technologiques pour construire une machine d'exploration. Mais nous, on a déjà envoyé quelque chose du genre dans l'espace, un genre de sonde avec lequel on expliquait qui on était, de la musique et tout ça. En fait, on a fait ça à 3 reprises. Ouais. Hein. Au début, sur une sonde qui s'appelait Pioneer 10, on avait placé simplement une plaque avec un homme, une femme, la reproduction de la sonde qui montrait la taille des humains par rapport à la sonde, avec un petit graphique qui montrait d'où la sonde venait. C'était simplement une image, un pictogramme qui avait été placé sur la sonde Pioneer. Ensuite, un peu plus tardivement, au milieu des années 70, on a envoyé 2 sondes, les sondes Voyager, qui ont été les premières sondes à nous donner des images des géantes gazeuses. Hein. Leur mission était de documenter des planètes comme Saturne et Jupiter. Elles ont fait un excellent travail. Et au moment où on se parle, on a encore des signaux qui nous proviennent de ces sondes. C'est quand même fantastique d'imaginer que les sondes ont été envoyées au milieu des années 70. On est encore capable de communiquer avec elles. Et là, bien sûr, elles nous ont permis de découvrir quelque chose. Hein. Au-delà, on croyait qu'au-delà à l'époque, Pluton était une planète. Là. Bon, maintenant, pour différentes raisons, c'est devenu une planète naine ou un planétoïde. On a changé un peu son étiquette. Mais on croyait qu'au-delà de Pluton, il n'y avait plus rien. Et voilà que les sondes Voyager, après avoir passé l'orbite de Pluton, elles ont découvert qu'il y avait en fait énormément d'objets qui gravitaient dans cette partie qu'on pourrait appeler la zone extérieure du système solaire, dont notamment une chaîne, en fait un anneau littéralement d'astéroïdes qu'on appelle la chaîne, la frontière de Kuiper, la ceinture de Kuiper, et là, c'est composé de millions et des millions de gros rochers qui sont là et qui gravitent, qui forment une espèce de grand anneau autour de notre propre système solaire. Et ça, on doit cette découverte-là grâce aux sondes Voyager. Et sur Voyager, comme tu l'as mentionné, c'est vrai, on avait placé, ça peut paraître un peu archaïque de dire ça, mais on avait placé une espèce de table tournante. Hein? Les tables tournantes, ça existait sur des années 70. Donc, on a placé une table tournante, littéralement un lecteur qui ressemble... Puis c'est vrai, hein, Yannick, ça ressemblait à une table tournante. Là. Donc, on a placé le lecteur sur la sonde, les sondes Voyager, et avec ça, on avait mis un disque qui avait un peu la taille, pour les gens qui nous écoutent, là, la taille d'un 33 tours. Hein, on voit un peu la dimension, un long jeu, comme on disait. Donc, et le disque est en or, donc il est conçu pour résister au froid sidéral et aux aléas de l'espace pendant des milliers, sinon des millions d'années. Et tout ça dans l'idée que on savait au départ que les sondes quitteraient éventuellement le système solaire et voyageraient de façon éternelle dans l'univers. Alors on se dit, peut-être qu'éventuellement elles seront interceptées, même si ce sont des possibilités infinitésimales. On s'est dit, peut-être qu'elles vont tomber entre les mains d'une civilisation extraterrestre. Et à ce moment-là, tout le descriptif est là, le mode d'emploi est là, et cette civilisation, si elle est suffisamment intelligente, elle va vite comprendre que le disque doit être mis dans le lecteur, et si elle le place dans le lecteur, il y a toutes sortes, il y a des discours là-dedans, il y a des chants de baleines, il y a de la musique, il y a toutes sortes de sons, le battement d'un cœur humain, il y a toutes sortes de sons,
des images, tout ça, qu'on a placé sur ce disque en espérant que la civilisation pourra éventuellement les décoder. C'est un peu notre message au cosmos qu'on a envoyé sur les sondes voyageurs. Et sur le plan radio, là aussi, dans les années 70, on était très avant-gardistes à cette époque, sky is the limit. Dans les années 70, on a utilisé le radiotélescope d'Arecibo, dont on a parlé là, il y a quelques semaines, juste un peu avant les fêtes, parce que le radiotélescope s'est effondré. Il y a eu d'ailleurs des images sur le web qui étaient fantastiques, où on voyait littéralement les câbles se briser, les câbles métalliques qui retenaient les récepteurs du radiotélescope se briser, se détacher, et le récepteur est tombé sur la parabole, sur le grand disque, la parabole, et l'a complètement détruite. Là. Il y a quelques jours à peine, les autorités du Costa Rica ont annoncé qu'ils allaient investir de l'argent pour éventuellement reconstruire le radiotélescope d'Arecibo. Mais au moment, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était clair qu'il allait être démantelé parce que les dommages causés étaient trop importants. Mais dans les années 70, comme on écoutait l'espace depuis les années 60, le projet SETI, qui s'est appelé au départ le projet OSMA, est devenu le projet SETI. Ce programme-là a été mis en place au début des années 60. Donc, après avoir écouté l'espace pendant une quinzaine d'années, les techniciens, les ingénieurs se sont dit, les astrophysiciens se sont dit, pourquoi pas, si on écoute, pourquoi pas tenter le coup et d'essayer, nous, d'envoyer un signal. Et effectivement, au milieu des années 70, on a utilisé le radiotélescope d'Arecibo sur l'île de Porto Rico pour envoyer un court message dans l'espace. Une série de bips, c'est un langage avec des 0 et des 1, là, et ça représente, ça montre un peu comment est faite notre chaîne d'ADN, comment sont faits les humains, d'où on vient. Donc c'est une espèce de message assez simpliste, mais qui a été envoyé, qui pourrait éventuellement être décodé par une civilisation extraterrestre. Donc à 3 reprises, sonde Pioneer, sonde Voyageur et le signal d'Arecibo, ce sont à ce jour nos 3 tentatives pour communiquer avec le cosmos, en espérant que quelqu'un éventuellement capte ces signaux. Point numéro 2 de l'actualité de la semaine, plus de 6 mois avant la grande révélation. Ça, c'est une très, très grosse nouvelle qui a rebondi encore une fois cette semaine. Écoute, je vais essayer de te faire une histoire courte parce qu'on pourrait faire une émission de 2 heures uniquement sur ce sujet-là. D'ailleurs, dans notre signature en introduction d'émission, on entend ces pilotes de la US Navy qui disent « Ah, oh my God, cette chose s'en va contre le vent, etc. » Ce sont des extraits audio qui proviennent de films qui ont été rendus publics dans un premier temps en 2017 par une, entre guillemets, indiscrétion du New York Times et qui ont été reconnus l'an dernier par la US Navy comme étant des films, puis là, il faut bien être précis sur les mots utilisés, qui étaient bel et bien des films authentiques et qui avaient été rapportés par des pilotes de la US Navy, initialement comme étant des ovnis. La US Navy a insisté sur le mot « initialement comme des ovnis ». Ça l'ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations. Rapporter initialement comme des ovnis, est-ce que ça signifie qu'on sait aujourd'hui de quoi il s'agissait ou est-ce que c'est toujours classé comme des ovnis? On ne sait pas. D'ailleurs, le mot « ovni » n'est pas utilisé par la US Navy. On préfère maintenant utiliser l'expression UAP, qui en français veut dire « phénomène aérien non identifié ». Bon, Aerial Phenomena, Unidentified Aerial Phenomena. Donc, UAP. Donc, c'est l'expression qu'on utilise. Donc, ces films-là ont été reconnus en 2010, puis il y a eu une fuite en 2017, reconnus officiellement en 2019. Et l'été dernier, la US Navy avait fait savoir qu'elle avait l'intention un peu d'aller un peu plus loin dans ses observations d'OVNI parce que elle a mentionné qu'il était arrivé à quelques reprises durant des manœuvres que des pilotes voient des phénomènes dans le ciel pour lesquels ils n'avaient pas trouvé d'explication. Et dans certains cas, ces phénomènes avaient été filmés. Donc la US Navy a fait savoir qu'elle avait l'intention de créer une espèce de force d'intervention qui allait étudier principalement, pas toutes les observations d'OVNI, mais allait étudier principalement ces phénomènes aériens non identifiés observés lors de manœuvres ou au-dessus de terrain où sont exécutées des manœuvres. Donc, elle a appelé cette communauté, cette organisation, le UAP Task Force, la force d'intervention des ovnis. Mais pour ce faire, tu comprends que la US Navy c'est une tentacule du département de la Défense. Donc, le budget de la Défense, tout ça était un peu conditionnel au budget de la Défense. Et là, donc, l'été dernier, j'essaie de te faire une histoire courte parce que, comme je te dis, c'est assez complexe, mais bon, l'été dernier, on a voté, il y a un comité spécial sur le renseignement
qui a étudié un peu toutes ces propositions-là et qui est allé de l'avant en disant OK, on donne notre feu vert au département de la Défense pour qu'il mette en place cette force d'intervention sur les OVNI, ce UAP Task Force, mais à une condition. C'est d'abord que le budget de la US Navy, fallait d'abord que le budget du département de la Défense soit accepté, et dans un deuxième temps, il imposait 180 jours aux autorités pour que ces dossiers-là soient rendus publics. Donc, ils ont 180 jours pour dire que sont ces phénomènes, s'ils veulent continuer à être financés et à pouvoir dépenser, parce que on a l'impression, parce que le budget du département de la Défense cette année, Yannick, est de 740 milliards de dollars. Wow. Mais tu comprends que 740 milliards de dollars, c'est pas un budget qu'on donne un peu, c'est pas un chèque en blanc, là. Il faut que les autorités puissent justifier ces dépenses. Donc, le document en question, qui avait été signé d'ailleurs par Marco Rubio, qui était le représentant républicain de la Californie et qui était en charge de ce projet-là, lui a dit, écoutez, vous avez 180, si vous voulez continuer de recevoir des deniers publics, dépenser des deniers publics sur cette affaire-là, il faut que vous avez 180 jours pour, nous dire ce que c'est, quel est le type d'information que vous avez colligé jusqu'à maintenant, de quelle façon vous comptez enquêter là-dessus, est-ce que ces phénomènes-là menacent la sécurité nationale. Donc, il y a toutes sortes d'éléments et on demande un maximum de transparence. Bien sûr, je comprends que les amateurs d'OVNI, les théoriciens du complot diront toujours « Ouais, monsieur l'armée, il faut pas trop les croire, puis ils vont nous cacher des choses. » Bien sûr, c'est possible. On n'a pas le moyen de vérifier ça. Et ça peut être fondé comme ça ne l'est peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, le compte à rebours est commencé. À partir du moment où en décembre, là, à la mi-décembre, le budget du département de la Défense a été accepté au Congrès. Même si le président Trump avait placé un veto, on a contourné son veto, on a accepté le budget de la Défense. Et à partir du moment où le budget a été accepté, on a parti littéralement là, le compte à rebours. Ils ont 180 jours maintenant pour rendre public leur dossier, leurs documents sur les OVNI. Donc, pour le département de la Défense ou la US Navy, on n'a rien. Ils ont toujours cette date butoir au-dessus d'eux, qui est juin 2021. Mais certains organismes ont décidé, parce que ça ne concerne pas que le département de la Défense. C'est vraiment ce projet-là, il concerne les services de renseignement, autant ceux de la Défense que d'autres services de renseignement, et impliquant la CIA. Et la CIA, elle, a décidé visiblement de devancer cette date-là. On n'a pas tardé 7 semaines. Ils ont mis à jour, il faut dire que si on allait sur le site de la CIA, il y avait une espèce d'onglet sur les OVNI dans lesquels on pouvait retrouver des centaines de documents concernant la CIA et les OVNI qui avaient été rendus publics dans ce qu'on appelle via la loi d'accès à l'information. Donc, des demandes citoyennes avaient été adressées, on avait déclassifié, entre guillemets, des documents, et certains de ces documents-là se retrouvaient sur le site de la CIA. Et là, cette semaine, la CIA, on a fait un gros chiard en disant ils publient ça, mais en fait, c'est pas vraiment une publication première, c'est plutôt une mise à jour. Ils ont donc fait une mise à jour sur leur site qui s'intitule, et là, les gens peuvent simplement aller sur le site de la CIA. Peuvent voir ces documents-là, ils sont en format PDF, ils peuvent les télécharger. Donc, on a fait une mise à jour des documents qui étaient déjà en place. Maintenant, on a comme quelque chose comme 700 documents différents qui représentent à peu près 3000 pages de documents qui ont été ajoutés. Dans un onglet qui s'appelle UFO Fact or Fiction, Fact and Fiction. Et donc, les gens peuvent aller là, télécharger ces documents-là en PDF. Mais c'est quand même placé de façon un peu anarchique. Il n'y a pas de date réellement. Ce sont des documents qui sont un peu pêle-mêle, un peu comme si on avait apporté des cartons à des techniciens pour qu'on fasse simplement des scans de ces documents-là, puis qu'on les mette sur un site public. Donc, on a à peu près, c'est des milliers de pages de documents, comme je l'ai mentionné, on fait cette espèce de mise à jour. Et là, la CIA nous dit que c'est l'ensemble de tous les documents qu'ils ont. Ils ont fouillé dans toutes les archives. Tous les documents qu'ils ont sur les OVNI ont été mis maintenant sur leur site. Donc, les gens peuvent les télécharger, les lire. Et tout ça s'inscrit dans ce même programme là, qui avait été annoncé en juin dernier, où on demandait aux autorités du renseignement de rendre public leur dossier. Et avec l'adoption du budget du département de la Défense, tout ça a un peu précipité les choses. Même si la CIA avait, elle aussi, ce 180 jours pour rendre public ses dossiers, donc jusqu'au mois de juin, elle a décidé simplement de devancer le pas en mettant ces documents en ligne. Pour te dire, depuis que les documents sont... si on exclut les documents qui étaient déjà là avant,
Et on rajoute ces nouveaux documents qui ont été mis sur le site de la CIA. Écoute, depuis quelques jours, inutile de dire que les amateurs d'OVNI ont téléchargé abondamment ces documents-là. Et on y va un à un. Comme je l'ai mentionné, c'est très anarchique parce qu'on a des documents des années 50, 60, 70. Et puis on fait des bons. Tu es en train de lire un document des années 50, puis le document qui suit est un document des années 70. On revient aux années 80. Donc c'est très, très, très anarchique de quelle façon ça a été placé. Mais jusqu'à maintenant, si quelqu'un espérait trouver là-dedans le smoking gun, la pièce maîtresse qui prouverait, là, hors de tout doute, oui, on a des extraterrestres, oui, on a des soucoupes volantes dans des hangars, ou etc., etc. Oui, la zone 51 est utilisée pour faire de la rétro-ingénierie sur des engins extraterrestres. On n'a pas ça. Jusqu'à maintenant, on a simplement des documents qui nous montrent que la CIA gardait un œil sur ces histoires de soucoupes volantes, mais on voit qu'ils prenaient pas ça très, très au sérieux. On retrouve là-dedans beaucoup de documents qui ne sont simplement des reproductions d'articles de journaux qui ont été publiés ailleurs. Par exemple, un document de la CIA qui dit, voilà, dans le journal La Pravda en Russie, la semaine dernière, il y avait le témoignage de ce pilote, et là, on cite le témoignage d'un pilote de l'Armée rouge qui aurait vu un OVNI. Donc, on rapporte beaucoup de documents qui ont été publiés déjà dans la presse étrangère, et on a là-dedans, bien sûr, aussi des documents, des échanges, des lettres entre des gens du département de la CIA, qui, dans certains cas, avec des gens du département de la Défense, parce que ils ont appris une histoire d'OVNI, donc on communique avec les militaires en disant, avez-vous entendu parler de cette histoire-là? Mais jusqu'à maintenant, pas d'éléments très concrets, pas de smoking gun à nous renverser, pas à dire, oh, wow, ça vient de changer ma réalité. Oui, les OVNI existent. Attendons, là, bien sûr, comme je l'ai mentionné, comme ces documents-là sont maintenant publics que depuis peu, mais il faudra certainement encore quelques semaines avant d'avoir épluché l'ensemble des dossiers. Mais déjà jusqu'à maintenant, là, il y a pas de smoking gun qui est sorti de ça. Et les gens qui nous écoutent peuvent simplement aller sur le site de la CIA puis télécharger un à un ces documents-là. Mais je leur donne un petit raccourci. Ils peuvent aller aussi sur le site, ils ont simplement à taper Black Vault, Vault, comme un coffre-fort, V-A-U-L-T, Black Vault, et c'est un site qui est dirigé par c'est un site web qui est dirigé par un type qui s'appelle John Greenwald, et ce type-là s'intéresse au phénomène des OVNI, en fait, s'intéresse aux documents du gouvernement dit secret. Donc, il a exploré toutes sortes d'avenues en faisant énormément de demandes citoyennes pour obtenir des dossiers qui étaient, entre guillemets, confidentiels par les autorités. Certains concernaient la recherche en parapsychologie, d'autres des opérations comme MKUltra. Dans d'autres cas, c'était les OVNI. Donc, il a fait énormément de demandes et il y a, sur le site de Black Vault, lui a récupéré tout l'ensemble des documents de la CIA. Il les a lui-même téléchargés, il les a placés dans un ordre un peu plus facile à documenter et les gens peuvent aussi les télécharger plus aisément que s'ils le font directement du site de la CIA. Mais qu'on aille sur le site de la CIA ou sur le Black Vault, on retrouve exactement les mêmes documents. Donc, attendons de voir ce que diront ceux qui, en ce moment, doivent être en train d'éplucher page par page l'ensemble de ces documents, mais jusqu'à maintenant, aucun smoking gun. Plus de 6 mois avant la grande révélation, on va se le dire, on va être en onde, fait qu'on devrait en parler. Ouais, absolument. Moi, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça, la façon dont l'armée va rendre public ces dossiers sur les UAP, les phénomènes aériens non identifiés. Mais déjà, il y a comme des espèces de petits signes avant-coureurs. Puis je veux pas péter la balloune de personne. Écoute, je suis le premier là à dire que ça serait vraiment fantastique si on avait quelque chose d'extraordinaire puis qui prouverait qu'on est visité par des extraterrestres. Ça irait un peu à l'encontre de mes croyances, mais je suis prêt un peu à m'amender. Je crois que les OVNI, oui, les gens voient des choses dans le ciel qu'on ne peut pas expliquer. Je suis pas encore prêt à faire le pas en disant ce sont des véhicules extraterrestres, mais je suis pas fermé à cette hypothèse-là. Et comme n'importe qui, je serais tout à fait enthousiasmé à l'idée de dire waouh, on a été visité par des extraterrestres, on en a la preuve. Mais jusqu'à maintenant, quand tu regardes des petits signes avant-coureurs, donc d'abord l'armée, la US Navy par exemple, quand elle a dit on va mettre en place UFO Task Force, ils ont quand même bien mentionné qu'ils allaient s'intéresser essentiellement, pas essentiellement, mais principalement aux observations d'OVNI qui seraient rapportées lors de manœuvres militaires ou au-dessus de champs où se tiennent des manœuvres militaires. Alors là, évidemment, tu te dis pourquoi? Donc, c'est pas vraiment une ouverture du genre on va s'intéresser aux OVNI.
on va s'intéresser aux ovnis, mais essentiellement ceux-là. Et dans certains documents qui a été lancé au moment où la US Navy annonce qu'elle va mettre en place ce UAP Task Force, cette force d'intervention sur les ovnis, quand on regarde ces documents-là, à quelques reprises, on utilise de manière presque synonyme le mot « objet volant non identifié » et l'expression « objet volant sans pilote ». Et « objet volant sans pilote », ça c'est clairement le terme utilisé pour désigner des drones. Donc, lorsqu'il parle de UAP, puis il parle de UAV, Unmanned Aerial Vehicle, ils utilisent les deux expressions presque de manière synonyme. Donc, cela nous indique que dans la tête des dirigeants de la US Navy, les ovnis, leur définition du mot ovni n'est peut-être pas la même que celle de gens qui s'enthousiasment pour les visites extraterrestres. Pour la US Navy, on a plutôt l'impression que eux considèrent que les phénomènes ovnis sont davantage des drones, probablement provenant de la Chine ou encore de la Russie ou de nos forces étrangères, mais on ne sent pas dans le discours de la US Navy la moindre perception qui nous amènerait à croire que eux voient dans ces engins des véhicules extraterrestres. Donc ça, le public fait cette espèce de bond-là, franchit le pas. Les gens qui sont enthousiastes, les férus de phénomènes mystérieux, d'ovnis, foncent ce pas-là. Mais visiblement, si on s'arrête et on regarde quels sont les mots utilisés par le département de défense et principalement la US Navy lorsqu'il est question de ce sujet-là, on voit que la porte n'est pas si ouverte que ça pour parler d'engins extraterrestres. Mais on va attendre, et comme tu le dis, en juin, lorsque ces dossiers-là seront rendus publics, peut-être aussi le seront-ils avant, mais s'il faut attendre la date butoir, ben on va attendre ça, puis on va regarder ça avec enthousiasme. Puis bien sûr, ça réglera pas le problème. On comprend bien que si, au mois de juin, l'armée nous dit, ben voilà, finalement, ces phénomènes aériens non identifiés ne sont rien d'autre que des drones, ben tu comprendras, bien sûr, que les gens qui croient aux extraterrestres diront, bah oui, monsieur l'armée, il faut pas les croire, ils nous disent pas tout, ils doivent certainement avoir des dossiers qu'ils cachent, qu'ils tiennent secrets. Donc, on ne réglera pas toute cette question-là de cette manière-là. Mais, ce qui est intéressant ici, je te dirais que depuis la fin du projet Blue Book en 1969, c'est la première fois que l'on voit de la part des autorités, que ce soit de la US Navy, que ce soit de la CIA, comme on le vit avec la publication de ces dossiers il y a quelques jours à peine, c'est la première fois qu'on voit cette soudaine ouverture de la part des autorités pour parler ouvertement du phénomène des ovnis, que ces ovnis soient des drones chinois ou des engins extraterrestres, ça n'a pas d'importance, mais une espèce d'ouverture pour parler ouvertement de ces phénomènes aériens non identifiés. Et ça, déjà, c'est un pas dans la bonne direction. Parfait. Et il reste quelques minutes. On parle des mystères les plus consultés. On en a parlé peut-être un petit peu aussi tout à l'heure. Mais là, moi, je me pose la question, est-ce que Donald Trump, on a expliqué pourquoi il avait perdu ses élections? On parle de fraude? Non. Mais écoute, mais c'est vrai qu'au début d'année, on fait toujours une espèce de bilan. Oui, qu'est-ce qu'a été les trucs l'an dernier? Et Google vient de rendre public ces strates de statistiques pour les phénomènes mystérieux les plus consultés pour l'année 2020. Et bien sûr, les Américains peu importe le mystère que tu imagines, les Américains arrivent toujours en tête, que ce soit le monstre du Loch Ness, le Bigfoot, mais bien sûr toutes les théories du complot, le World Trade Center, la Terre plate, etc. Parce que, bon, bien sûr, c'est un pays de 320 millions d'habitants, donc c'est sûr que la densité de la population y est pour quelque chose. Mais il y a des trucs qui sont quand même assez intéressants. On constate, par exemple, que pour l'année 2020, l'un des mystères qui a été abondamment googlé, si je peux utiliser l'expression, c'est les alunissages des missions Apollo. Il y a toute cette théorie du complot qu'on n'est pas allé sur la Lune, que tout ça avait été tourné en studio. Et ce qui ressort de cette recherche-là, c'est qu'on voit que les gens qui ont été particulièrement, les populations, les communautés qui ont été particulièrement intéressées par ces mystères, cette conspiration des alunissages des missions Apollo, on retrouve principalement le Royaume-Uni, l'Inde, les Philippines, la Norvège, l'Irlande et Singapour.
Donc, plus les gens en Irlande ont été plus intéressés par les faux alunissage, entre guillemets, que l'ont été, par exemple, les Français ou les Espagnols. Quand même intéressant. On a aussi beaucoup googlé en 2020 la théorie complotiste des reptiliens. Les reptiliens, c'est des extraterrestres qui auraient pris forme humaine, dans certains cas, qui vivraient sur Terre et qui seraient en cheville avec les autorités américaines pour mener des expériences. Donc, cette théorie des reptiliens, bien sûr, les Américains ont été en tête de file pour googler cette recherche-là, mais ensuite vient au second rang l'Australie et ensuite le Canada. Donc, c'est quand même assez amusant de voir qu'au Canada, les gens étaient très intéressés par ces histoires, cette conspiration des reptiliens. Et puis ensuite, il y a eu Roswell, qui est le troisième sujet très recherché. Et encore une fois, si on fait exception des Américains, c'est l'Allemagne et l'Italie qui viennent en tête de file pour la recherche sur Roswell. Mais Roswell, il y a eu l'étape où tout le monde voulait se présenter là-bas, là? Non, ça c'était la zone 51. Ça, c'était en septembre l'an dernier. Nous allons envahir la zone 51. Donc ça se trouve dans le désert du Nevada. C'est une base militaire secrète où on fait beaucoup de développement dans le domaine de l'avionique et bien sûr qui est interdite à tout accès public. Et là, des gens disaient, on cache des soucoupes volantes dans cette zone 51, puis on va envahir la zone 51. Ça avait été lancé comme étant une plaisanterie, et finalement, des milliers, sinon des millions d'internautes avaient emboîté le pas en disant que eux seraient là, puis ils participeraient à cet exercice-là. Puis finalement, il y a quelques dizaines de personnes, finalement, qui se sont rendues sur place. Donc, Roswell, c'est l'histoire de l'écrasement de cette soucoupe volante dans le désert en 1947, une histoire abondamment véhiculée dans les milieux ufologiques et reprise également dans la culture populaire. On entend parler de Roswell dès qu'on voit un film sur les extraterrestres ou des séries, par exemple les X-Files, Fringe et compagnie, cette expression, le Roswell est éventuellement mentionné. Selon la légende, en l'été de 1947, une soucoupe volante et ses occupants auraient été récupérés dans le désert de Roswell par les autorités militaires, et cette machine et les occupants auraient été transférés soit selon certains récits à la base de Wright-Patterson à Dayton dans l'Ohio, ou selon d'autres récits dans la zone 51. Mais il faut quand même se rappeler qu'en 1947, la base de la zone 51, c'était 2 baraquements en bois avec une petite piste qui servait à des pratiques militaires. C'était loin d'être la base qu'elle est devenue et qu'elle est aujourd'hui. La base telle qu'on la voit aujourd'hui, cette expansion de la base s'est produite au début des années 50, donc des années après l'affaire de Roswell, et elle a été agrandie, si je puis dire, parce que les Américains, au début de la guerre froide, c'était l'époque avant les satellites, donc notre seul moyen de savoir ce que les Russes faisaient, parce que c'était la préoccupation des Américains, le seul moyen de savoir ce que les Russes faisaient était de faire de l'espionnage à partir des airs. Donc il fallait développer des avions espions, et à partir du moment où le département de la Défense a donné son feu vert pour le développement d'avions espions, en collaboration avec la CIA et le géant de l'aviation Lockheed, on s'est dit, où on pourrait construire cette super base pour développer des avions espions. Et puis là, on s'est rappelé ces 3-4 baraquements en bois et cette petite piste qui avait été développée dans les années 40 pour des pratiques militaires, qui était dans une zone d'ailleurs qui était complètement isolée, parce que le nom de zone 51, ça vient du département de l'énergie. Quand on a fait la bombe atomique, on a cherché aux États-Unis à quel endroit on pourrait faire détonner la bombe loin de toutes les populations pour éviter les risques de contamination. Et le département de l'énergie a donc trouvé différents endroits très isolés, donc des endroits qu'ils ont baptisés zones. Fait qu'il y avait la zone 1, la zone 2, la zone 3, et au milieu du désert du Nevada, il y avait la zone 51, donc juste entre la zone 50 et la zone 52, donc zone 51. Puis là, il y avait ces espèces de petits baraquements qui avaient été développés. On s'est dit, tiens, pourquoi pas là? Donc, à partir de 1952, à peu près, cette base-là va connaître une énorme expansion. Et, on raconte que c'est là qu'aurait été transporté l'objet de Roswell, mais faut dire que la base a été développée des années après l'affaire de Roswell. Quoi qu'il en soit, Roswell a été un des sujets les plus googlés en 2020, et principalement en dehors des Américains par l'Allemagne et l'Italie. J'étais très surpris de voir que la notion de Elvis est toujours vivant, ça c'est assez amusant, avait été abondamment googlée par la Grèce et la Russie. Écoute, je suis tombé là-dedans à un moment donné sur YouTube. Là, il y avait un pasteur américain qui ressemble à Elvis. Il est un peu grassouillet, par contre, avec une grosse barbe. Puis je l'ai écouté chanter, puis je me suis laissé charmer. Je me suis dit, et si c'était lui?
Et si c'était vrai? Elvis is alive. Donc, c'est ça. Donc, ça m'a amusé de voir qu'il y avait encore, parce que bon, si Elvis était toujours vivant, il faut quand même se dire que le 8 janvier dernier, donc il y a quelques jours à peine, Elvis aurait eu 85 ans. Donc, s'il est toujours vivant, il est quand même vieux, Elvis, hein, il est né en 1935. Et puis, donc voilà, c'est un sujet qui a été très recherché par la Grèce et la Russie. Et puis enfin, là, bien sûr, tu comprendras des sujets comme le monstre du Loch Ness, Bigfoot et les cercles céréaliers, les crop circles, sont également dans la terre, dans le sommet des 10 sujets les plus googlés en 2020 pour l'insolite. Et principalement, en dehors des Américains, bien sûr, par le Royaume-Uni. Et on comprend parce que le Royaume-Uni sont quand même impliqués dans 2 de ces sujets-là, hein, le monstre du Loch Ness et les cercles céréaliers. C'est d'abord et avant tout des sujets qui intéressent les Britanniques. Radio X Files avec Christian Page et Marceau, Radio X. Pom, 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 pom. Qu'est-ce que t'as à rire, hein, Christian? Qu'est-ce que t'as à rire? Je veux ton pasteur Elvis. Aïe, aïe, aïe. Mais il chante bien quand même. Il a les yeux clairs comme Elvis les avait. Il ressemble un peu. Mais bon, à ce qu'on dit, c'est pas lui. On va croire ça. Hein? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oui, je te l'ai envoyé à toi. Je sais que tu l'aimes bien. Oui, Elvis, non, c'est vrai, je suis un fan d'Elvis. Et bon, je me rappelle quand il est décédé, hein, cette journée-là, je me rappelle comment je l'ai appris, tout ça, le choc que ça a été pour moi. Bref, c'est ça, ça a été une idole de toute une vie. Hein. J'ai découvert Elvis Presley, j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Et écoute, encore aujourd'hui, j'ai une 50aine d'années. Là, puis pour moi, je suis resté aussi fan que je l'étais à l'époque. Là. Donc, tu vois, c'est une histoire d'amour qui dure là, depuis pratiquement 50 ans avec Elvis Presley. T'sais. Écoute, je l'ai fait découvrir à mes enfants la fin de semaine, 4 ans puis 7 ans, puis ils trippent à mort sur Elvis. Là. Écoute, je vais te raconter une petite anecdote là, très personnelle. Moi, je me rappelle, bon, Elvis Presley, je l'ai découvert parce que ma grand-mère, elle avait un 45 tours d'Elvis Presley qui était Blue Suede Shoes. Puis le 45 tours était craqué. Fait que j'ai mis ça sur la table tournante, puis c'était plutôt la curiosité de dire, OK, si je fais jouer le disque, puis il est craqué, ça va faire quoi, t'sais? Fait que là, j'avais comme replacé pour être bien sûr que, la craque était bien enlignée. J'ai mis le 45 tours, puis là, bon, évidemment, j'ai écouté et à chaque fois que l'aiguille passait sur la craque, hein, ça faisait toc, 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 mais j'ai découvert le chanteur de cette manière-là. Puis j'étais comme fasciné. J'ai dû écouter ce disque-là 30 fois. Et quelques jours plus tard, je vivais à l'époque chez mes grands-parents. Ben, il y avait le TV Hebdo. Mais c'était même pas le TV Hebdo à l'époque. Il y avait Écho Vedette. Puis dans le Écho Vedette, il y avait un petit livre pour la programmation télé. Et là, ma grand-mère me dit, « Ah, ben, tu t'as de l'air à l'aimer, toi, Elvis. Ben, il y a un film qui joue. » Là, écoute, dans ma petite tête d'enfant de 6 ans, je me dis, « Ah! Il a fait des films en plus, tu sais. » Et là, le film commence, et je me rappelle, le film, c'était Blonde, brune et rousse. En anglais, c'est It Happened at the World Fair. Et là, pour la première fois, je voyais le bonhomme. L'image commence, c'est toujours resté marqué dans ma mémoire. Hein. Il vole sur un avion, il est dans un avion, il est le pilote de l'avion. Et là, il commence en chantant une chanson qui s'appelle Beyond the Band. Puis là, il dit, Breeze is an happy song. Et là, écoute, je le voyais chanter, là, j'étais comme subjugué. Et ça n'a jamais... C'est toujours resté. Encore aujourd'hui, 50 ans après, je suis toujours aussi passionné par... aussi vendu au chanteur que je l'étais à l'époque. Puis il va rester dans le temps, j'en suis persuadé. Ce soir, le sujet de la soirée, c'est la comtesse Erzsébet Báthory. Absolument. Donc, ce troisième, dans notre trio des méchants... les méchants de l'histoire récupérés dans la littérature fantastique et paranormale, vampires, loups-garous et tout le reste. On a la comtesse Erzsébet Báthory, dit la comtesse de sang. Et comme on va le voir, donc j'ai préparé une espèce de petite capsule qui te raconte l'histoire selon la légende. Hein.
un peu, mélangé bien sûr aux faits historiques, et ensuite on va se faire une discussion, on va décanter quels sont les faits historiques vérifiés et vérifiables, quels sont les éléments de la légende et quels sont les éléments qui sont purement de la fantaisie, qui n'ont jamais eu lieu, mais qui ont contribué à faire de ce personnage, la comtesse Erzsébet Báthory Nadasdy, l'un des personnages les plus infâmes de l'histoire. Alors voilà, vos écouteurs, on y va pour la comtesse Báthory. Certaines régions du monde semblent intemporelles, comme si le temps ne s'y écoulait pas au même rythme qu'ailleurs. C'est le cas de la République slovaque, cet État indépendant né de l'éclatement de la Tchécoslovaquie en 1993. Sur le plan géographique, la Slovaquie apparaît comme une enclave au cœur de l'Europe centrale. Au nord se trouve la Pologne, à l'est l'Ukraine, au sud la Hongrie, à l'ouest l'Autriche et la République tchèque, un territoire de moins de 50 000 km² avec pour capitale Bratislava. C'est ici que notre histoire commence. Nous sommes le 29 décembre 1610. Dans cette Hongrie déchirée par la convoitise des uns et des autres, le sang ne coule pas que sur les champs de bataille. Quelque part, le long du Va, cette rivière marquant plus ou moins la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, des hommes armés se préparent à investir un manoir du petit village de Kastich, dans les Carpates blanches. À la tête de cette milice, le comte György Thurzó, le seigneur palatin de la Hongrie. Dans quelques minutes, l'un des plus monstrueux personnages de l'histoire sera enfin mis aux arrêts. Il ne s'agit pourtant ni d'un chef de guerre, ni d'un dictateur politique, mais d'une femme, Erzsébet Báthory, la comtesse de sang. En cette froide soirée hivernale, donc, un détachement de soldats, certains à chevaux, d'autres à pied, s'avance vers le manoir qui occupe tout un côté de l'esplanade centrale. Curieusement, malgré que la soirée soit encore jeune, les rues sont désertes. L'arrivée de ces hommes n'est pourtant pas passée inaperçue. Derrière leurs volets entrebâillés, les villageois suivent en silence le déploiement de ces soldats. On ose à peine y croire. Cette milice ne peut être que pour la comtesse. Parmi ces hommes, plusieurs paysans reconnaissent le comte Thurzó, toujours vêtu richement et coiffé de son éternel chapeau en poil d'ours. Thurzó est le seigneur palatin du pays, un titre qui, en l'absence du souverain Mathias II, roi de Hongrie et empereur du Saint-Empire romain, lui confère tous les pouvoirs juridiques et judiciaires. À la lueur des torches, dont les flammes donnent à toute chose un curieux reflet rougeâtre et inquiétant, le spectacle de ce déploiement a quelque chose d'irréel. De l'autre côté de l'esplanade, à l'orée de la forêt, d'autres hommes s'avancent sur le sentier. Bientôt, tout le manoir est encerclé. Pour la comtesse Erzsébet Nadasdy, née Báthory, le sort en est jeté. Dans la grande cour du manoir, deux hommes montent la garde. À leurs pieds, comme des cerbères échappés de l'enfer, des chiens curvats, des chiens blancs et massifs originaires d'Europe centrale, veillent aussi sur l'angle. Soudain, comme sortis de nulle part, le comte Thurzó et ses hommes envahissent la cour et demandent aux gardes de les conduire auprès de leur maîtresse. Le ton est sans équivoque. Et entre la colère de leur maîtresse et l'ire du palatin, les gardes préfèrent céder au seigneur. Près de l'entrée, les soldats découvrent le corps nu d'une certaine Doritza Zalovna, l'une des servantes de la comtesse. La jeune femme, venue du village de Redneck en Croatie, a été battue à mort à coups de bâton et poignardée avec des cisailles. On apprendra plus tard que sa maîtresse la suspectait
de lui avoir volé une perle. La comtesse n'a même pas cherché à dissimuler le corps de la suppliciée. Plus loin, au détour d'un vestibule, les hommes aperçoivent les cadavres nus de 2 autres femmes, 2 autres victimes. Les corps présentent des traces de violence et de torture. C'était donc vrai, murmurent les nobles qui marchent à la suite du comte Tursault. Toutes ces rumeurs de meurtre, qui l'aurait cru? Dans la grande salle à dîner, la comtesse Erzsébet Báthory et ses convives sont encore attablés lorsque fait éruption le représentant du roi. La maîtresse des lieux, qui, dans la pénombre de cette pièce chichement éclairée, n'a pas encore reconnu le comte, se dresse d'un bond. Choquée par cette intrusion, elle demande à ses visiteurs de décliner leur identité. Sans broncher, le palatin détaille la grande pièce. Au pied de la comtesse gît le corps nu et mutilé d'une autre femme. À l'autre extrémité de la salle, 3 autres femmes nues, ligotées et bâillonnées, sont étendues sur le sol. Plongeant son regard dans celui de la comtesse, Tursault lui annonce qu'il est là à la demande du roi de Hongrie, qu'il est là pour ramener la justice en ces lieux. Se détournant de la comtesse, l'émissaire ordonne à ses hommes de mettre aux arrêts la mégère et ses acolytes. Ses servantes Ilona Jo, Doreta Svente et Catalina Benecki, ainsi que son domestique, le difforme Jano Ujvari, dit Fisco. Tous sont suspectés d'avoir participé au jeu macabre de leur maîtresse. Les domestiques sont amenés à Bitska, au nord de Kastich, sur la rivière Va, siège du pouvoir palatin. Quant à la comtesse, elle est conduite à son château de Kastich qui domine la région. Elle y sera détenue dans l'attente de son procès, un procès auquel elle ne sera d'ailleurs pas invitée. Alors qu'il regarde s'éloigner le carrosse qui emporte la comtesse vers sa geôle improvisée, le comte Tursault réfléchit au terrible crime que l'on reproche à sa captive. Comment est-ce possible, se demande-t-il? Comment devient-on l'un des pires assassins de l'histoire? C'est à Aix, à 300 km au sud-est de Bratislava, qu'Erzsébet Báthory voit le jour en 1560. À travers d'inextricables alliances, la petite Erzsébet compte parmi ses parents des personnages influents, des cardinaux, des princes et des ministres. L'un de ses cousins n'est nul autre qu'Étienne Ier, le prince de Transylvanie, qui deviendra plus tard roi de Pologne. Mais la famille compte aussi son lot de psychotiques et de lunatiques. La petite enfance d'Erzsébet se déroule à peu près normalement. Elle est intelligente et elle apprend vite. Au printemps de 1575, Erzsébet, qui n'a pas encore 15 ans, épouse le comte Ferenc Nadasdy. Quoique moins fortunés que les Báthory, les Nadasdy appartiennent à une longue lignée d'aristocrates hongrois. Pendant que Ferenc et ses compagnons d'armes repoussent l'invasion turque, Erzsébet voit aux affaires familiales courantes. Elle s'occupe surtout de discipliner ses servantes, et ce avec une cruauté grandissante. Elle leur enfonce des aiguilles sous les ongles, dans les lèvres et même dans leurs parties intimes. À d'autres occasions, elle fait ligoter l'employée fautive avant de lui placer des bouts de papier enflammés entre les orteils. Pour la cruelle comtesse, ces tortures sont un remède contre la morosité de ces longs hivers hongrois. Au fil des ans, elle s'entoure de domestiques qui, soit pour échapper au joug de leur maîtresse, soit par simple plaisir pervers, se font ses complices. En 1585, Erzsébet accouche d'une fille qu'elle prénomme Anna. Au cours des années qui suivent, elle donne naissance à 2 autres filles, Ursula et Cataline, et à 2 garçons, Andras et Pál. Étrangement, alors qu'elle fait preuve d'une inqualifiable cruauté envers ses domestiques, Erzsébet se révèle une mère attentionnée et dévouée. Le paradoxe du Dr Jekyll et de Mr Hyde. L'un des supplices les plus appréciés de la comtesse est la statue de glace. Il s'agit d'un châtiment exclusivement hivernal. La victime est conduite en forêt, dévêtue et attachée à un arbre.
Elle est ensuite arrosée et abandonnée au froid. Durant ce rituel, la comtesse passe de longs moments à contempler le visage grimaçant de la mort qui se fige sur les traits de la malheureuse. Avec le temps, les mauvais traitements qu'impose la comtesse à ses domestiques deviennent de notoriété publique. Que ce soit pour ses châteaux de Kastich, de Sarvar, ou pour ses lointains domaines de Transylvanie ou d'Autriche, la comtesse éprouve de plus en plus de difficultés à recruter de nouvelles domestiques et surtout à se débarrasser de ses victimes. Même les prêtres, qui au début acceptaient d'offrir à ces malheureuses une sépulture chrétienne, refusent maintenant de fermer les yeux sur ces abominations. Mais il en faut bien davantage pour freiner les pulsions meurtrières de la comtesse. Et si les prêtres refusent d'ensevelir ces malheureuses, la comtesse s'en chargera elle-même. Par souci d'économie, les corps sont d'abord gardés sous les lits, dans les celliers ou dans quelques pièces inutilisées de ces châteaux. Puis, lorsque l'odeur devient insupportable, la comtesse charge ses sinistres acolytes de disposer des cadavres qu'ils enterrent en catimini dans les bois ou même dans les cimetières locaux. À l'automne de 1603, le comte Nadasti tombe malade. Il revient au château de Sarvar où Erzsébet se montre une nurse attentionnée. Mais son état s'aggrave rapidement. Il meurt le 4 janvier suivant. Il n'a que 49 ans. En 1605, la comtesse fait installer dans le cellier de sa résidence de Vienne un instrument de torture d'un raffinement diabolique. Il s'agit d'une sorte de cage cylindrique dont les barreaux sont munis de longues lames pointées vers l'intérieur. Des lames qui n'attendent qu'à déchirer les suppliciés. Cette cage, baptisée la Vierge de Fer, deviendra associée au nom de la comtesse comme la faux l'est à la mort. Mais l'étau se resserre inexorablement. Le 5 mars 1610, le comte Gheorghe Turso, qui incidemment se trouve un cousin par alliance d'Erzsébet, ouvre une enquête sur les présumés crimes de la comtesse. Le 29 décembre, Erzsébet est arrêté et placé en résidence surveillée. Quant à ses principaux acolytes, tous sont emprisonnés à Bitka. En janvier 1611, la haute cour de Bitka, composée de nobles et de magistrats, se réunit pour faire la lumière sur les crimes de la comtesse Báthory. Plus d'une centaine de témoins défilent. Puis il y a les aveux de ses complices, des histoires abominables. Durant ces longues années d'horreur, Erzsébet Báthory aurait assassiné, ou fait assassiner, des dizaines, voire des centaines de jeunes filles, pour la plupart âgées entre 10 et 14 ans. Une rumeur raconte qu'elle récupérait le sang de ses victimes pour s'y baigner, persuadée que l'hémoglobine agissait sur elle comme une fontaine de jouvence. À l'issue de ces audiences, les complices de la comtesse sont condamnés à mort. Quant à la comtesse, son rang lui évite l'ultime châtiment. Elle est condamnée à être emmurée pour toujours dans l'une des pièces de son sinistre château de Kastich. Pour le reste de son existence, son seul lien avec le monde extérieur sera cette petite ouverture où, chaque jour, ses geôliers lui apporteront sa pitance quotidienne. Le 21 août 1614, ses gardiens la retrouvent couchée face contre terre. La terrible comtesse de sang n'est plus. Elle est morte, soudainement, sans croix,
et sans lumière, écrira l'un de ses geôliers. Son corps est envoyé à Aix, le fief des Báthory, pour y être enterré sur les terres familiales. À Vienne, siège du puissant empire des Habsbourg, cet empire qui par alliance a sauvé la comtesse d'une humiliante exécution, la mort de l'infâme maîtresse de Castich est accueillie avec soulagement. En apprenant la nouvelle, on raconte que l'empereur Mathias II aurait demandé à ce que le nom d'Erzsébet Báthory ne soit plus jamais mentionné à la cour. Quelle histoire! Quelle histoire! Christian Page, tu fais peur à nos auditrices. Tu fais peur à nos auditrices. J'ai eu beaucoup de messages, là, comme quoi ce soir, ça fait peur, c'est terrifiant. Oui, effectivement, c'est un personnage terrifiant, cette comtesse Báthory, quoique entre la légende du personnage et les faits vérifiés et vérifiables, il y a quand même un monde entre les deux. Mais c'est vrai que c'est un personnage qu'on a abondamment récupéré dans la culture populaire. J'ai sorti ici quelques films où on a repris grosso modo l'histoire de la comtesse Báthory. En 1971, un film qui s'appelait Countess Dracula, la comtesse Dracula avec Ingrid Pitt, qui avait été tourné par les studios Hammer. Daughter of Darkness en 71, en français, c'était Les Lèvres Rouges qui mettait en vedette Delphine Seyrig et notre Daniel Ouimet national, qui jouait également dans ce film, qui mélangeait notre Valérie nationale, voilà le prénom que je cherchais, donc Daniel Ouimet, et qui mélangeait un peu érotisme et reprenait un peu la légende de Erzsébet Báthory. Il y avait en 2004, plus près de nous, donc le film Éternel, avec Caroline Néron qui transposait la légende de la comtesse Báthory aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai sorti la bande-annonce qui résume bien un peu la légende de la comtesse Báthory telle que le public l'aperçoit. Alors, on écoute la bande-annonce de Éternel avec Caroline Néron. C'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Il y a plus de 2 jours qu'elle est là, en stationnement interdit. C'est quand la dernière fois que tu l'as vue? Il y a 3 jours environ. Cette femme à qui vous parliez sur le site internet, quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il y a 3 ou 4 jours. Et qu'est-ce qu'elle venait faire ici? Chercher une aventure avec quelqu'un du sexe féminin. Elle est très dangereuse. Toi, t'es vraiment spécial. Alors qui est la femme du tableau? Erzsébet Báthory, la comtesse Dracula. Jamais lu ce roman, désolé. Elle fut aussi réelle que vous l'êtes et que je le suis. Votre cliente Elisabeth Kane, où est-ce qu'elle est? Venise. Au cours des années, il semblerait qu'au-delà de 650 jeunes demoiselles furent mutilées et brutalisées. T'as confiance en moi? Uniquement pour satisfaire sa soif de sang. Elle le buvait, elle se baignait dedans, dans une recherche irraisonnée de la jeunesse éternelle. Et il y a des gens qui croient qu'elle vit encore. Vous n'avez aucune idée de l'enfer dans lequel vous allez entrer. Qui êtes-vous? J'avais déjà entendu parler de ce film-là, mais comme c'est un film québécois, Caroline Néron, ça m'intéressait peut-être un peu moins, mais en connaissant un peu l'histoire maintenant d'Erzsébet Báthory, je crois que je vais me le mettre dans ma petite liste. C'est pas un très bon film. Ah non? Yannick. Non, les 3 films que je t'ai mentionnés, là, Comtesse Dracula, Daughter of Darkness avec Delphine Seyrig, Daniel Ouimet et Éternel, ce ne sont pas des très bons films. Ce sont des films d'ailleurs aussi inspirés de la légende de la comtesse Báthory. Ce ne sont pas des films qui transposent à l'écran les faits historiques, mais qui se sont inspirés de la comtesse Báthory. Plus près de nous ici, en 2008 et 2009, une année d'intervalle, 2 films ont sorti. Un qui s'appelle Báthory, Countess of Blood, les chroniques d'Erzsébet Báthory qui met en vedette Anna Friel, et la comtesse de Countess en 2009 où la comtesse est incarnée par Julie Delpy. Dans ces 2 derniers films, là, on est réellement dans le film biographique historique où on a essayé de porter à l'écran
la véritable biographie de la comtesse Bathory, mais il y a là aussi des écarts avec les faits historiques. Là, on a beaucoup erré sur certains faits historiques, et même dans certains cas, dans un de ces deux films-là, qui est je crois que c'est les Chroniques d'Erzébet, les crimes sont un peu mis en, je dirais, un peu en retrait. Donc on voit la comtesse telle qu'elle était, comment elle administrait les domaines de la famille Nadasti et les domaines de la famille Bathory. Et on voit un peu les crimes, mais c'est quand même assez secondaire dans ces deux cas-là. Et ensuite, donc ça, c'est pour le cinéma. Puis là, je ne fais que mentionner ces films-là, mais il y a plein d'autres films. Il y a aussi des jeux vidéo où on a récupéré la comtesse Bathory. Il y a de très nombreux livres qui sont à la fois certains sont des romans, d'autres sont des essais historiques. On présente des biographies de la comtesse Bathory. Il y a une bande dessinée qui était consacrée à la comtesse Bathory. Et on a même un groupe de musique heavy metal suédois qui s'appelle Bathory, donc qui s'est inspiré, dont l'imagerie, en fait, pas la musique, mais l'imagerie est inspirée de la comtesse Erzébet Bathory. Et puis, ça peut étonner certains, mais il y a encore aujourd'hui des descendants de la famille Bathory, certains descendants qui se disent être des descendants directs de la comtesse Bathory, parce qu'elle a eu 2 filles, 2 garçons. Mais l'un des garçons est mort en bas âge, et ensuite, on ne sait pas trop ce qui est advenu de ses filles et de son garçon survivant, mais on sait qu'au moment où elle va décéder en 1614, elle décède en 1613, elle est arrêtée, hein, j'ai mentionné au début que ça faisait 410 ans, là. C'est ça, le procès n'a pas lieu, j'ai mentionné 1610, le procès a eu lieu en 1611, elle est arrêtée en décembre 1610, le procès a eu lieu en 1611, donc vraiment 410 ans, pratiquement jour pour jour avec aujourd'hui. Et on sait que au moment où elle va décéder, elle a fait un testament et elle mentionne ses 3 enfants vivants. Donc, visiblement, au moment où elle décède en 1613, 3 de ses enfants sont encore vivants. Donc, il y a, c'est assez amusant parce que à Northfield, au Vermont, donc assez près de nous, il y a un personnage qui est très, très connu localement, qui s'appelle Dennis Bathory Kitts, qui est un musicien, un compositeur. Il a d'ailleurs composé une opéra qui est basée sur la vie de la comtesse Erzébet Bathory. Et lui raconte qu'il est un descendant direct des enfants de la comtesse Bathory. Je vais dire les enfants de la comtesse, mais c'est les enfants de la comtesse et la comtesse aussi. Donc un descendant direct de la comtesse Bathory. Donc, dans ces pays, là, donc la Slovaquie, la Hongrie, il y a de très nombreuses personnes qui sont des descendants des familles Nadasti ou Bathory, qui étaient quand même des familles importantes. Donc, grosso modo, c'est le tableau que l'on a qui est dans la culture populaire. Et là, ce que je te propose, Yannick, c'est explorons la vie de la comtesse Bathory en quelques questions. Dans le premier temps, d'où vient l'histoire de la comtesse Bathory? Comment ça se fait qu'on la connaît, l'histoire de la comtesse Bathory? Puisque au moment où il y a eu son procès, le roi Mathias, le roi d'Hongrie qui était Mathias II, mais qui est connu aussi sous le nom de Mathias Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, lui a demandé à ce que le nom de Bathory soit effacé des registres, qu'on n'entend plus jamais parler d'elle, parce que c'est un peu une honte pour plusieurs familles de la noblesse hongroise et roumaine. Donc, en fait, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Les documents ont été écrits, ont été scellés et ensuite ils ont été mis de côté. Ces documents-là vont demeurer un peu secrets pendant à peu près un siècle. Ils sont littéralement oubliés. Et finalement, c'est un jésuite qui fait un peu une recherche sur l'histoire de la Hongrie, un certain Laszlo Turogzi, qui va découvrir ces documents-là. Ils sont quand même assez succincts, c'est pas très explicite, et il va reproduire ces documents-là dans un livre écrit en hongrois au XVIIIe siècle qui s'appelle « Histoire de la monarchie hongroise », où il consacre quelques pages à la comtesse Bathory. Il faut savoir que les archives existent toujours. Ils sont détenus. Je les ai vus, moi, je les ai consultés en 2008. Et une partie de ces archives se trouve en Autriche, d'autres en Slovaquie, notamment dans la ville de Bydgoszcz, où a eu lieu le procès. Et on en trouve aussi, le corps principal des archives sont conservés à la Bibliothèque nationale de Budapest, en Hongrie. Donc, c'est là que se trouvent les éléments du procès. Et ce sont des documents qui sont écrits en slovaque, en latin, en allemand et en hongrois. Et j'en profite pour remercier mon ami Tibor, qui est un Québécois, qui m'a permis de traduire de très nombreux documents qui avaient été écrits en hongrois.
parce que tu t'en doutes bien, je ne parle pas le hongrois. Donc, mais ça nous a permis quand même d'avoir une vision de ces notes du procès. Donc, ce jésuite, Laszlo Turokzy, va trouver ces documents qui sont complètement oubliés, qui sont enterrés, on ne veut plus en parler. Il les trouve, il va les publier, mais c'est pas très explicite. Hein. Il consacre quelques pages dans son livre, comme je l'ai mentionné, Histoire de la monarchie hongroise. Et à partir de là, peu à peu, bien sûr, on parle de cette comtesse qui assassinait des jeunes femmes vierges. Et là, l'histoire s'amplifie, se multiplie. Elle gagne bientôt l'Europe et l'Occident. Et là, bien sûr, il y a toutes sortes de fantasmes qui vont s'ajouter à ça. Et peu à peu, l'histoire se déforme. Et on va attribuer à la comtesse Báthory toutes sortes d'éléments. Et ces éléments vont constituer, bien sûr, le mythe. Donc, notamment, on dit la comtesse Báthory était une sorcière. Ça se donnait à la sorcellerie. On ne peut pas être aussi tranchant que ça. Dans les documents que j'ai consultés, les notes du procès, les témoignages des gens, on sait qu'il est conservé, notamment à Budapest, on a de nombreuses lettres où la comtesse a écrit à son mari, je le rappelle, c'était le comte Ferenc Nadasdy, qui est mort, qui était blessé au champ de bataille, ramené à Sarvar, où éventuellement il est décédé. Donc, elle échange des lettres avec son mari, on en a une dizaine qui ont été conservées, et dans ces lettres, à plusieurs reprises, elle évoque qu'elle a un intérêt pour la sorcellerie. Elle dit à un moment donné à son mari qu'elle a rencontré une espèce de femme qui est une herboriste, qui connaît le secret des plantes, qui peut lire l'avenir, qui peut dire l'avenir, une certaine Erzy Marjorova, et là, elle en parle avec grandiloquence dans les lettres qu'elle écrit à son mari. Donc, il est clair que la comtesse Báthory avait un intérêt pour la sorcellerie et la magie, donc cet art, les arts divinatoires, les mancies. Maintenant, à savoir si elle les pratiquait, il n'y a rien dans les archives qui permet de faire ce pas-là. Donc, on ne sait pas si elle s'adonnait elle-même à la sorcellerie ou à la magie, mais c'est clair qu'elle avait un intérêt. En revanche, nulle part dans ces documents, il n'est jamais mentionné quelque culte satanique ou du diable ou quoi que ce soit du genre. Donc, de faire d'Erzsébet Báthory une espèce de sataniste qui adorait le diable, comme on le voit parfois dans la littérature ou dans le cinéma, et on le voit notamment dans les films que je t'ai mentionnés, les films qui sont un peu inspirés de la comtesse Báthory, on la voit un peu s'embarquer dans des cultes du diable. Il n'y a rien de ça dans les archives qui sont conservées du procès, donc on ne peut pas prétendre ça. On a dit également qu'Erzsébet Báthory était une vampire ou une cannibale. D'ailleurs, le titre du film avec Ingrid Pitt, Comtesse Dracula, je pense qu'il est difficile d'échapper au lien avec les vampires. Et on a dit aussi qu'elle était cannibale. Là encore, il n'y a rien dans les archives qui permet de croire ça. Dans aucun des documents, puis il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont témoigné au procès de la comtesse, procès d'ailleurs où elle n'était pas. Elle était détenue dans son château de Kastich. D'ailleurs, j'ai mis une photographie sur le site de Radio X-Files où on me voit un peu agenouillé devant le château de Kastich. Ce sont les ruines qui sont derrière moi et c'est dans ce château d'ailleurs qu'elle sera emmurée. D'ailleurs, on va revenir sur cette inculpation et cette condamnation d'être emmurée. Là, il y a quand même une nuance qu'il faut accorder là-dedans. Donc, c'est ce château de Kastich. Elle est détenue au château de Kastich alors qu'à Bytka se tient son procès. Et il y a une centaine de... Donc, elle n'est pas là pour se défendre. Il y a une centaine de personnes qui vont venir témoigner des crimes qu'elle a commis et jamais, aucun de ces témoins-là ne va jamais parler que Erzsébet Báthory aurait bu du sang ou des trucs comme ça, que ce serait adonné à du vampirisme et on ne mentionne pas non plus qu'elle aurait consommé de la chair humaine. L'idée de la comtesse cannibale, on n'a pas ça. En revanche, on a deux éléments qui sont assez intéressants et le premier, c'est, on dit que la comtesse Báthory, à quelques reprises, quand elle était dans ces espèces d'états de folie, parce qu'elle entrait dans des espèces de crises de violence, l'un des témoins, pas un témoin, mais plusieurs témoins ont mentionné que lorsqu'elle entrait dans des crises de violence de cette manière-là, elle se jetait sur la domestique qu'elle trouvait fautive pour X ou Y raison, et elle pouvait la mordre jusqu'au sang. Donc, bon, la mordre jusqu'au sang, ça peut quand même faire penser au vampire, mais elle s'abreuve pas du sang de la personne. Donc, il y a cet élément-là. Et on a raconté également, il y a un témoin qui est venu raconter qu'à des moments donnés,
cette espèce de folie vindicative de la comtesse était telle que non seulement elle se jetait sur la servante incriminée, mais elle la mordait jusqu'au sang, mais parfois elle leur arrachait littéralement des morceaux de chair avec ses dents. Donc, c'est pas encore du cannibalisme, on dit pas qu'elle mange la chair en question, mais tu comprends que ce sont des images fortes qu'on retrouve dans les témoignages au procès. Donc, mordre les victimes jusqu'au sang, leur arracher des morceaux de chair avec ses dents. On comprend qu'une déformation de ça a permis de faire de la comtesse Bathory un vampire, une cannibale. On arrive maintenant à un des éléments les plus intéressants de l'histoire de la comtesse, ce qui m'a amené, moi, à faire énormément de recherches autour de cette histoire-là. C'était les bains de sang. Est-ce que la comtesse Bathory s'est embarquée dans des bains de sang? Et la réponse est non. Jamais, mais jamais dans le procès, il est question de ces fameux bains de sang. Il n'y a aucun document non plus qui parle que la comtesse avait une fascination pour la beauté ou la jeunesse, si ce n'est une préoccupation comme n'importe qui voit le temps passer puis qui vieillit. Mais en dehors de ça, la comtesse n'a jamais eu cette fascination pour la beauté, la jeunesse, et il n'y a jamais eu de bain de sang non plus. Il y a un élément, donc ça c'est un fantasme littéralement qui est né à l'époque de l'ère victorienne, tout comme ces fameuses orgies de lesbiennes. Il y a quelque chose d'érotique là-dedans de s'imaginer ces orgies. On sait qu'elle avait des relations un peu, disons, douteuses ou, comment je pourrais dire, équivoques avec certaines de ses servantes, mais bon, l'idée des orgies c'est un peu exagéré, puis c'est visiblement un fantasme victorien. En revanche, il y a un élément intéressant qui nous ramène à ces bains de sang, mais qui n'est pas le bain de sang lui-même. Je t'ai parlé de la Vierge de fer. J'ai mis d'ailleurs 2 photographies de la Vierge de fer. On la voit de loin et à l'intérieur, on voit ces fameux pics. Ça, c'est une vision très artistique. En réalité, la cage de fer, telle que l'a décrit les témoins, c'était plus simple que ça. C'était simplement comme 2 coquilles qui se refermaient l'une sur l'autre. Il y avait des pics à l'intérieur, mais il y avait un espace et un anneau au plafond. Donc, la femme, la servante, était attachée nue à l'intérieur de la cage. Donc, les poings liés à l'anneau de fer, et elle pendait littéralement dans la cage. La cage était refermée sur elle, mais il y avait un espace. Les pics ne touchaient pas à la victime. Il y avait comme cet espace d'une 30aine de centimètres, où elle, la femme, en fait, pendait au milieu de ces pics d'acier. Et là, de chaque côté, sur des espèces de petites estrades, des acolytes de la comtesse Bathory prenaient des tiges d'acier ramenées au rouge, chauffées au rouge, et l'entraient dans la cage. Or, tu comprends que la jeune femme qui était pendue par les mains, par les poignets dans la cage, à chaque fois qu'elle se faisait toucher par les tiges d'acier brûlantes, elle essayait d'esquiver, et en s'esquivant, elle allait évidemment se déchirer sur ces espèces de pics qui étaient comme des dents à l'intérieur de la cage. C'était tout à fait monstrueux, et on raconte que la comtesse Bathory avait un curieux rituel. Elle plaçait son fauteuil sous la cage, de manière à ce que le sang s'écoule sur elle. Donc, ce n'était pas des bains de sang, c'était plutôt une douche de sang dans le cas présent, mais il n'y avait pas un lien de beauté ou de garder la jouvence. C'était essentiellement un aspect purement sadique que la comtesse avait imaginé en faisant monter cette espèce de cage d'acier qu'on appelait la Vierge de fer, mais qu'on a beaucoup stylisé de manière artistique. Et la photographie que j'ai mise sur le site, ce sont des photographies de la cage de fer, comme je l'ai mentionné en début d'émission, qui se trouve dans le musée Erzsébet Bathory, qui se trouve dans l'un de ses châteaux, le château de Lockenhaus, qui se trouve en Autriche, dans lequel je vais passer une soirée. Donc, la douche de sang, oui, pas de bain de sang, puis l'idée de la jouvence, la beauté éternelle, ça c'est un peu de la foutaise. Et ensuite, la grande question qui nous vient en tête, c'est combien de victimes a-t-elle réellement tué 650 jeunes femmes? La réponse est non. Quand on regarde l'ensemble des témoignages, il est difficile de nommer un nombre précis de victimes, mais les historiens s'entendent pour dire que ce chiffre doit osciller entre 50 et 200, mais plus raisonnablement aux alentours de 60-70 personnes. Donc, on est loin du 650 personnes évoquées dans la littérature ou la culture populaire. Pourquoi commettaient-elles ces crimes? Par pur sadisme. Et pourquoi ce nombre de 650 est-il si souvent répété? Dans un des témoignages, durant le procès de la comtesse Bathory, l'un de ses acolytes a dit «
il y avait apparemment au château de Castich une servante dont on ne connaît pas le nom, qui avait, dit-on, un journal dans lequel elle écrivait de façon détaillée toutes les victimes de la comtesse. Et ce petit journal comptait jusqu'à 650 noms. Ça, c'est mentionné durant le procès. Mais ce journal-là, on ne connaît pas le nom de la servante qui aurait fait ça, et le journal en question n'a jamais été déposé en preuve. On ne l'a jamais vu, le journal-là. C'est une espèce de rumeur. Hein, tu vois, quelqu'un qui est accusé, qui dit « J'ai entendu dire qu'il y avait une femme qui avait un journal, qui avait 650 victimes. » Mais tout ça, c'est purement de la rumeur. De façon concrète, durant le procès, les gens qui ont été impliqués dans les crimes avec la comtesse Bathory parlent plutôt d'un nombre de victimes qui serait aux alentours de 75 victimes peut-être sur une période d'à peu près une dizaine d'années. Donc, il faut quand même ramener ça un peu à sa base. Et enfin, a-t-elle été emmurée dans son château? Ça, c'est quand même très intéressant. L'image est très forte. Quand tu m'as dit ça tout à l'heure, là, je m'imaginais qu'on lui a mis on lui a mis le sol, on lui a mis le plafond, puis on lui a mis 4 murs, puis c'était terminé là. Ouais. Mais en fait, quand on peut pas, on le sait pas exactement. Hein? On sait que la condamnation s'est faite, sa peine de condamnation s'est faite dans son château de Castich. Mais quand on regarde les minutes du procès, lorsque la comtesse est condamnée, hein, c'est un document qui est écrit en hongrois, le mot utilisé par le juge qui donne la condamnation, il utilise le mot béphalaze. Et donc, c'est comme si on a dit, la comtesse est condamnée à être bélaphasée pour le reste de son existence. Mais que veut dire bélaphase? À l'époque, le mot bélaphase était utilisé pour plusieurs choses. Il pouvait signifier le mot emmuré, tel qu'on l'entend. Là. Donc, je te sac dans un mur, je te mets tout le tour des roches, puis ça vient de finir là. Mais il pouvait dire aussi le mot, il signifiait aussi le mot emmuraillé ou cloisonné. Donc, il peut y avoir un sens plus large, tu comprends? Donc, la comtesse était mise dans son château. Elle était peut-être littéralement emmurée dans un espace de 2 pieds sur 2 pieds, mais elle pouvait aussi simplement être condamnée à rester dans son château et de ne jamais sortir à l'extérieur. Donc, elle avait accès à toutes les pièces du château. On ne peut pas le savoir. Le terme est trop vague pour pouvoir dire exactement quelle a été la condamnation de la comtesse Bathory. Et enfin, dernier élément, puis c'est un peu la mode, hein, depuis quelques années, il y a des gens qui se lancent un peu dans des espèces de pourfendeurs de l'histoire, et là nous disent, comme on le fait avec Gilles de Rais, a-t-il été la victime d'un complot ourdi par les nobles de l'époque? Dans le cas de la comtesse Bathory, il faut savoir que c'est une famille très riche. Durant son vivant, son mari, le comte Nadasdy, avait prêté au roi Mathias II, donc le roi de Hongrie, et qui éventuellement va devenir Mathias Ier, l'empereur de l'Empire romain germanique, il a prêté la somme de 18 000 guldens. On parle ici là, de centaines de milliers de dollars, sinon de millions. Hein? Ça dépasse le million de dollars là, qui a été prêté au roi Mathias II. Et à partir du moment où on a fait arrêter la comtesse Bathory, qui est condamnée pour un crime, le roi se voit, non seulement les biens de la comtesse tombent sous la tutelle de l'État, mais le roi est exonéré de sa dette. Donc il y avait tout intérêt à faire condamner la comtesse Bathory. Aurait-elle pu être la victime d'un complot ourdi par les nobles pour y inventer des crimes, l'accuser de méfaits qu'elle n'aurait pas commis? C'est peu vraisemblable. Les témoignages sont trop consistants, les témoignages sont trop détaillés, les témoignages sont trop horribles par tous ces gens, parce que, écoute, dans la région, là, puis d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que les autorités, tant et aussi longtemps que la comtesse tuait des jeunes femmes slovaques, on fermait les yeux. Mais lorsqu'elle a commencé à tuer des jeunes femmes hongroises, c'est là qu'on a ouvert une enquête sur ces méfaits. Donc on voit une disparité entre les deux sociétés. Et les témoignages dans la région, chaque famille à peu près avait perdu une servante, une jeune fille, une de leurs enfants, de leurs cousines, de leurs parentes aux mains de la comtesse Bathory. Et les témoignages sont trop importants pour croire que tout ça aurait pu être une espèce de complot dit par les autorités. Il y a trop de détails, trop de choses horribles pour imaginer un truc comme celui-là, essentiellement dans le but de faire condamner la comtesse. On aurait pu le faire pour plein d'autres choses. Donc la comtesse Bathory, oui, l'un des personnages les plus monstrueux de l'histoire, une femme qui visiblement était désaxée, qui souffrait de troubles mentaux,
Mais bon, les bains de sang, la jouvence, les orgies sexuelles, c'est bien pour la littérature, c'est bien pour le cinéma, mais ça n'a pas de prise dans l'histoire. Magnifique Histoire macabre, podcast qui sera disponible ce week-end sur la page Radio X-Files sur Facebook. On revient très rapidement. Radio